Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sweat Story. Aujourd'hui, on accueille Anaïs, ancienne sportive de très haut niveau. Elle a été au top de son sport dans le ski freestyle. Vous allez voir, épisode extrêmement inspirant. On vous laisse découvrir ça en images ou en audio. Prenez du kiff. En attendant, on compte sur vous pour liker la vidéo, la partager au maximum. Ça nous permettra de vous proposer encore plus de contenu avec de nouveaux invités. Kiffez bien. Salut Anaïs. Salut Ben, ça va? Bienvenue enfin dans le podcast Sweat Story depuis le temps qu'on a envie de se faire cet épisode ensemble. Je suis ravi de t'accueillir là. Aujourd'hui, on va parler un peu de ta carrière de sportif de haut niveau, de ta vie, de comment t'en es arrivé là. Donc c'est un vrai plaisir de t'avoir. Avant de commencer, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un peu qui tu es et quel sport tu pratiques? Ok. Alors, je m'appelle Anaïs Caradeux, j'ai aujourd'hui 34 ans. Je suis née à Aix-les-Bains, mais j'ai grandi en Guadeloupe. Et quand mes parents ont déménagé sur Annecy, j'ai commencé à faire pas mal de sport. Et puis, je suis tombée un peu dans le ski freestyle. Donc, j'ai fait 15 ans de ski freestyle halfpipe à haut niveau. Et puis, voilà, je suis allée tout en haut, jusqu'aux Jeux Olympiques. Pour ceux qui connaissent pas ce sport en particulier, parce que c'est quand même un sport à part, on connaît souvent la descente, on connaît un petit peu le slalom, mais le freestyle, c'est quand même quelque chose de très particulier. Je sais qu'il y a plusieurs épreuves dans le freestyle. On va avoir le pipe, et puis on va avoir le slopestyle avec la descente et les agrès. Toi, tu faisais les deux, ou t'en faisais qu'un seul? Au tout début de ma carrière, je faisais les bosses, le pipe et le slopestyle. Okay. Et puis au fur et à mesure de tes réussites plus ou moins sur certaines disciplines, tu te spécialises. Et donc moi, je m'étais spécialisée en halfpipe, qui est en fait un demi-tube en neige où on passe d'un côté et de l'autre pour faire des figures. Et voilà, on essaie d'en donner le plus de figures avec le style aussi pour ramener le plus de points. Et c'est comme ça que ça marche. Donc c'est un peu le même principe, un peu que la gym, j'ai envie de dire, où tu vas avoir des runs d'un certain temps, où en fait c'est la descente du pipe. C'est la descente du pipe. Il n'y a pas un temps imparti, mais tout le monde met entre 30 et 32 secondes pour descendre. Et après, selon la façon dont tu skis le pipe, tu peux mettre 6, 7, 8 hits, donc des sauts dans un halfpipe. Et puis voilà, c'est des runs, comme tu dis, qui sont répétés, perfectionnés et qu'on répète à chaque compétition, qu'on adapte selon les conditions, la concurrence aussi, où tu vas te dire, là, j'ai pris un peu plus de risques parce que y a un tel qui a réussi un nouveau trick, donc moi aussi, il faut que je... Enfin, c'est comme ça, mais c'est assez... c'est proche de la gym, mais avec le côté style en plus. Ok. Où il y a un côté, en gym, tu vas être très carré, très droit, où tu as quand même t'es noté sur la difficulté et sur la perfection de ton geste, alors que en ski freestyle, tu as quand même une idée de style, d'originalité aussi qui fait la différence. Alors, il y a l'idée de progression. Donc, où ça va être de faire de plus en plus de tours, de plus en plus de tête en bas, de plus en plus de figures techniquement difficiles. Mais à côté de ça, si tu bases ton run que là-dessus, tu vas pas forcément gagner. En fait, tu vas gagner si tu arrives à allier, à mettre du style dans ce que tu fais, à mettre ta petite patte, ta façon de t'exprimer en fait. Et là, ça va venir par comment tu attrapes tes skis, comment tu skis entre les deux hits aussi, ça va être très important. Et de rendre tout ça esthétiquement joli à regarder. Donc, moi, je regardais surtout les hommes au X Games, avec Kevin Roland, Shaun White en snow et tout. Et je me souviens d'un truc qui m'avait vachement marqué, et je sais pas si ça joue dans la note, c'est le premier jump que les skieurs et les snowboarders font, où ils montent à une hauteur de malade, et en fait, pour prendre de la vitesse, j'imagine, et souvent, c'est quelque chose où le public ou les gens qui sont autour en fait donnent de la voix et sont super impressionnés. Est-ce que ça va jouer la hauteur aussi de tes sauts, l'amplitude sur ta note? Ouais, l'amplitude, c'est en fait, si tu fais un trick qui est incroyable mais qui a 1 mètre de hauteur, ça vaut rien. C'est la difficulté, c'est d'arriver à faire ce même trick mais à 5, 6, 7, 8 mètres au-dessus du halfpipe.
Et c'est vrai que le premier hit, on arrive avec le plus d'élan possible parce qu'on est parti de bien plus haut. Et donc, du coup, c'est souvent le premier hit qui va monter le plus haut. Mais certains skieurs qui sont très techniques, qui sont très forts en technique, à la prise de quart, à ne pas perdre trop de vitesse entre les murs, et ben, souvent, des fois, ils arrivent à remettre d'autres hits beaucoup plus haut que les premiers, et même à finir plus haut qu'ils ont commencé. Donc ça dépend de ta technique en ski, de la façon dont tu rides le pipe. En fait, le pipe, c'est un peu l'alpin du freestyle. C'est la discipline la plus technique au niveau du ski euh, par rapport aux autres disciplines comme le slopestyle ou le big air, par exemple. Le slopestyle, on est d'accord, tu as une descente avec des barres, des rails, des sauts. Ouais. Et là, tu vas faire un run aussi sur la descente en passant par tous les modules. Et après, le big air, c'est un jump énorme et tu dois envoyer la plus grosse figure possible. Là, voilà. Avec aussi cette note d'esthétique, de style, un peu les mêmes critères, j'imagine. Par contre, tu as un jump. Quoi. Voilà, il y a juste... il n'y a pas forcément la hauteur qui compte parce que là, c'est le kick qui te donne la hauteur. Mais après, ça va être voilà, la prise de risque, le nombre de tours, le style que tu y mets dedans, l'exécution aussi. Si tu arrives et que tu bouges pas, que tu n'as pas mis une main par terre ou, tout, ou quoi, et c'est vraiment un peu tout ça qui joue. Et le big air, on va dire, c'est un peu moins big air, c'est un peu moins technique parce que bah, si tu as le bon speed, tu gères ton tricks en l'air, t'as pas trop de risques enfin c'est des risques, mais c'est moins technique qu'en halfpipe. Bah, si tu pousses un tout petit peu trop, bah, t'es c'est plus précis, à 50 cm près, t'es soit sur le coping, soit en bas du pipe. Et là, c'est la merde. Et là, c'est la merde. Alors qu'en big air, t'as 10 mètres pour atterrir. Mais après, voilà, c'est tout aussi enfin, c'est très dangereux, les deux. C'est vrai que le pipe est la discipline vraiment technique où il faut savoir skier, en fait. Et puis, il y a un truc, je me dis aussi, tu as 30 secondes d'effort quand même, où tu sautes super haut. Tu dois peut-être aussi retenir ta respiration pour faire tes tricks aussi. Donc, forcément, quand tu arrives en bas, tu les vois, les gars, ils sont contents et tout quand ils ont fini, mais tu dois avoir un effort physique qui doit être intense aussi. 30 secondes non-stop, ça doit taper quand même un peu, non? Bah, c'est un peu comme les sprinteurs, en fait. C'est des sandballs qui sont très très bons en 100 mètres. Ils vont pas courir un marathon, quoi. Donc, c'est une autre forme de cardio que tu développes, où tu es vraiment très explosif, très intense. Je me souviens pas forcément si je respirais. Je devais respirer dans mes runs, mais c'est pas quelque chose à mon époque où la respiration, on s'en inquiétait trop, alors que finalement c'est super important parce que au niveau de tes muscles, l'oxygène que tu apportes et tout. À mon époque, on n'était pas encore jusqu'à là dans la perfection du sport. Mais ouais, c'est des choses qui jouent. Et voilà, non, c'est un sport qui est assez intense, mais très court. Ouais. Parce que justement, pour rebondir là-dessus, tu dirais que c'est quoi les qualités physiques après, on parlera des qualités mentales, mais des qualités physiques qu'il faut développer pour... alors, on va parler principalement de cet aspect qui est le pipe, mais en pipe, c'est quoi les qualités physiques que tu dois développer principalement? Je vais parler de façon plus générale du freestyle, slopestyle, big air, halfpipe. Il faut être extrêmement dynamique. Enfin, il faut avoir des muscles très explosifs. Il faut être assez gainé quand même, parce qu'une chute, il faut savoir te protéger ton squelette. Et il faut être quand même assez souple, parce qu'on vient essayer de chercher nos skis et tout. Donc c'est ces trois qualités-là qui vont être les plus importantes. Et en général, après, voilà, c'est d'être trop musclé, trop massif. C'est pas bon parce que ça met de la pression sur tes articulations. Ça fait que ton squelette, il doit prendre plus de jets parce que t'es plus lourd. Et donc voilà, il faut rester quand même assez léger, mais pas non plus tout fin comme un marathonien ou quoi que ce soit, pour avoir quand même assez de masse musculaire pour protéger ton corps aux impacts. Ouais, on peut refaire encore une fois le parallèle avec un peu avec la gymnastique où tu vois que tu as des profils qui sont assez pas très grands, qui sont musclés, très dynamiques et très explosifs sur des runs qui durent un peu plus longtemps en gymnastique, mais qui sont quand même sur à peu près la même intensité. Ça va être comme un mec qui fait du slalom par rapport à un descendeur. Ouais. Ils n'ont pas du tout la même.
y a certains, mais la plupart, ils ont quand même pas trop la même physiologie. Ouais, Descender va être très énorme. lourd, énorme, avec des cuisses qui vont pouvoir prendre des jets, de sur les tenir virages voilà. et tout. Et alors que un mec en slalom, il va falloir qu'il soit super rapide, super dynamique et tout. Mais là, c'est la même chose pour le pipe. Et en même temps, voilà, faut avoir une explosivité qui est, en fait, c'est ça qui te donne toute la hauteur dans l'exécution de tes tricks. C'est si tu arrives à la sortie du saut ou alors à la sortie du mur du halfpipe, de vraiment pouvoir donner toute cette énergie pour exploser en l'air et monter le plus haut possible. Tu travaillais comment ça, ces qualités physiques? Tu avais un préparateur physique ou c'est toi qui faisais? Tu avais un coach? Comment ça se passait un peu il y avait un préparateur physique à la Fédé. Moi, j'avais des programmes qu'on m'envoyait comme ça en ligne. Et après, l'été, on allait à Albertville s'entraîner. Moi, ça a un poil joué contre moi parce que en un été, j'avais pris 8 kilos de muscles. J'ai un corps qui répond très bien à la prise de masse. Et j'avais un entraînement qui était pas exactement, je pense maintenant avec le recul, adapté à mon sport et à ma physiologie de base. Et donc du coup, après avoir pris 8 kilos de muscles en un été, je me suis pété le genou la saison d'après. Ah ok. Ça avait tu penses changé. Que c'est un impact direct? Tu penses que c'est un lien direct entre ton... Ça change aussi ta façon j'avais eu 10 ans de... Ouais, et puis j'avais eu 10 ans de carrière sans blessure, on va dire. Je m'étais blessée 2-3 fois, mais rien de très grave. L'année qui a suivi, je pète tous les ménisques et le cartilage dans mon genou gauche. Et ça, c'est vraiment... c'est l'impact. Alors, ça peut être aussi dû à une mauvaise chute, mais je pense que le fait d'avoir pris beaucoup de kilos en un été, mon corps n'était pas habitué, ma façon de skier, j'étais pas habituée, j'ai pas réussi à m'adapter, et donc du coup voilà, ça a trop changé d'un coup. Mais avant qu'on soit olympique, on s'entraînait entre nous, on était avec la Clusa, avec mes coachs et tout, mais c'était vachement plus un entraînement, on va dire, tu vois, gainage de renfort, on va dire. Et petite charge légère, des reps. Des reps, beaucoup de reps, un peu de cardio, pas mal de cardio et tout. Et puis en fait, quand je suis arrivée avec un entraîneur fédéral, là j'ai commencé à squatter 110 kilos. Et c'était grisant parce que j'y arrivais bien et je niquais tout le monde. Et donc moi j'étais là, ouais, trop bien, c'est génial. 110 kilos, c'est très bien. Et mon prep, il était là, ouais, tu fais des squats parfaits, tu veux pas faire du, comment on appelle ça, de l'haltéro et tout. J'étais là, what? Non. Après, t'as senti un impact, toi, quand t'as réussi à faire ces perfs-là? T'as progressé en muscu et en force? T'as senti un... J'ai senti un impact parce que du coup, ça a changé tout mon corps. Et du coup, la saison d'après, je me suis pété, quoi. Après, souvent, je mets pas en cause du tout ce qui s'est passé pendant ta prépa, mais c'est vrai que souvent, quand on va faire une prépa physique qui va être en lien avec une pratique, surtout quand elle est technique, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de travailler le sport en même temps que travailler tes qualités physiques pour avoir un transfert dans l'activité. Et en fait, ton corps change en même temps que ton corps s'adapte, en fait, à la pratique. Et c'est sûr que si tu prends très vite de la masse musculaire, surtout sur un sport où le poids va beaucoup jouer, forcément, ça va avoir un impact sur la technique. Tu vois, souvent, on se dit, mais putain, pourquoi les sprinteurs, ils courent pas tout le temps avec un chariot dans le dos? Si tu cours avec quelque chose de lourd, tu vas aller forcément aller plus vite sans chariot. Le seul problème, c'est que quand tu cours avec un chariot, ça dégrade ta technique de course. Et donc, quand tu enlèves le chariot, t'as plus la même technique. Et c'est ça qui est problème. Donc, c'est intéressant de temps en temps, mais si tu fais que de la muscu, tu fais pas ton sport, parce que souvent, tu le fais en été, quand il y a pas de neige, et puis 3 mois après, tu vas faire ton sport. Souvent, il y a un décalage. Et là, c'est ça qui s'est passé. Je pense qu'on était un nouveau sport qui venait de rentrer au jeu. La Fédé a essayé de structurer quelque chose et sans avoir trop de connaissances du sport en soi. Et on m'a mis un préparateur physique qui était tout à fait, qui était compétent, qui suivait des défis en alpin et tout. C'est juste que je pense que finalement, il n'y a pas eu cette recherche d'adapter
au tout début, c'était vraiment la première saison, enfin au tout début. Et donc du coup, je pense que comme il n'y a pas eu cette recherche vraiment d'adapter le sport, enfin la prépa au sport, je pense que j'en ai fait un peu les frais entre guillemets. Moi à l'époque, je vais avoir 22 ans, je me suis pas rendu compte en fait. C'est pas ton métier de toute façon. Oui. C'est pas ton métier de la prépa physique. Puis voilà, et puis bon après c'était l'effet aussi un peu nouveau, on fait des erreurs et puis dans un sport et puis on te le vend comme une progression. Tu vas faire de la prépa physique, déjà tu es super forte comme ça, imagine avec de la prépa physique. Voilà. Et donc en plus quand tu vois que tu commences à soulever des charges, dire putain je vais être super explosif, je vais faire des bonds à 5 mètres au-dessus du pipe, bah forcément et quand tu as repris le ski après cette prépa, tu as vraiment senti la différence dans ton ski, dans tes sauts, dans ton... J'ai pas forcément senti la différence. J'ai senti la différence sur les impacts en fait. J'ai pas ma technique, je me souviens pas forcément d'avoir eu vraiment un truc à me dire non mais attends j'y arrive plus et tout, pas du tout. C'était juste que les impacts, les chutes, parce que quand tu fais du freestyle ou des sports extrêmes à risque, t'apprends par la chute en fait. Donc faut savoir tomber, faut savoir se prendre 2-3 gamelles. T'en prends pas tous les jours, mais t'en prends quand même assez régulièrement parce que tu vas chercher les rebords de tes limites toujours et tout. Et je me disais là je remets un peu plus de temps à me remettre et tout. Et puis ouais, jusqu'à une compète où là j'ai fait une erreur, une faute technique. Mais du coup, l'impact après derrière, c'est beaucoup plus fort. Il a eu beaucoup plus de conséquences. Donc, voilà. Alors, techniquement, j'avais plus de muscles pour retenir tout ça, pour absorber le choc. Mais finalement, je pense que comme je suis atterri mes 2 pieds tout en bas du pipe, j'ai trop poussé en fait. Je suis atterri tout en bas. Et du coup, tout mon poids qui était beaucoup plus important. Je pense qu'il y a un ratio aussi au niveau du poids par rapport à la taille qu'il fallait. C'est pas idéal forcément. Qui était peut-être pas idéal. Et donc du coup, là, mes cartilages et mes ménisques, ils ont dit ciao. Tu parlais de la notion de risque tout à l'heure. De toute façon, comme tu disais tout à l'heure, quand tu fais des figures où tu vas être dans les airs, dans l'espace, tu montes à 2, 3, 4 mètres au-dessus du pipe pour faire des figures, tu fais des saltos, tu fais des vrilles, etc. Forcément, il y a une notion de risque. Si on parle des qualités mentales que ça demande, le freestyle en général, sur quoi qu'est-ce que ça te parle, sur quoi ça te parlerait ce genre de qualité physique, qualité mentale, pardon. Qualité mentale. Quand j'étais jeune, je m'en souviens très très bien, quelqu'un qui m'a dit de toute façon t'as un pet au casque ou enfin t'as pas de. Je prenais des boîtes, mais là par contre au tout début de ma carrière, je prenais 5-10 boîtes par jour. Je me relevais, je faisais ça fait un peu mal, ouais, c'est pas grave. Puis t'es jeune, t'es inconscient et tout, donc les chutes avaient pas trop de conséquences, donc tu continues et tout. Et je pense qu'il faut avoir un goût du risque, de l'adrénaline. En fait, il y a certains sportifs qui vont adorer l'endorphine, coureurs de fond, des choses comme ça, des courses qui sont très longues, très dures. C'est là vraiment où tu as toute l'endorphine qui arrive et c'est super jouissif. Moi, c'était vraiment l'adrénaline qui était vraiment de me sentir vivante à ces moments-là où j'étais vraiment à fond là-dedans. Donc ça, c'était le tout début. Et puis après, quand t'as passé la première saison où tu fais t'essaies des trucs, tu tombes, t'arrives pas forcément, t'es pas forcément bon dans ce que tu fais, mais t'as les coups d'y aller, t'as les tripes d'y aller. Et bien après, quand on te demande des choses plus techniques, là arrive vraiment le mental. Parce que là, il va falloir que tu sois en complète gestion et maîtrise de ton corps, de tes émotions, pour que, malgré le fait que t'aies peur, t'arrives à contrôler ton corps et à contrôler ton mental pour dire, à partir du moment où là, j'ai mis mes skis en direction de la pente, il n'y a plus de retour. En fait, c'est là, je fais mon tricks, quoi qu'il se passe, même si je le sens pas, même si au moment où je vais faire le imploser et commencer le truc,
il faut pas que tu aies de doute parce que si au moment où tu sors du pipe, tu pousses et là tu te dis ah non en fait j'ai peur, et ben c'est là en fait où tu te exploses parce que là du coup tu fais tous les mauvais mouvements, t'arrêtes ta rotation en l'air, et c'est là où tu te fais mal. Donc c'est quand tu commences à devenir un peu plus technique dans ta pratique où on te demande de plus juste envoyer un 3-6 et t'atterrir sur tes pieds ou pas, mais c'est pas grave. Quand on te demande d'envoyer un 900, là où t'as beaucoup plus de force centrifuge, donc du coup beaucoup plus de risques à te faire mal si tu tombes. Là il faut vraiment que dans ta tête t'arrives à trouver. Je sais pas, moi je l'imaginais comme une petite pièce où tout était un peu comme une pièce sans son, tu vois, où tout était un peu un petit cocon, du coton partout, et j'étais vraiment dans cet état d'esprit, mais j'ai jamais eu de préparateur physique, donc préparateur mental, donc c'est comme ça que moi je me la visualisais et que j'essayais et que ça marchait et que je m'étais mis un peu toute seule à me dire bon bah tiens voilà là j'avais des tocs aussi. Où tu tapes les skis 2 fois, où j'ai gardé les mêmes chaussettes pendant 15 ans. Non, mais vraiment, c'est des petits trucs qui te rassurent. Ouais, et qui te permettent d'enlever le fait que ta performance soit par rapport à toi. Tu dis non, j'ai performé parce que j'ai les bonnes chaussettes. Et donc, en fait, tu t'enlèves une sorte de pression et de stress en disant non, mais j'ai les chaussettes magiques là, ça. Rien ne peut m'arriver en fait. Et c'est, avec du recul, c'est complètement con. Mais ça marche. C'est un trick mental que tu te fais. C'est con, mais dans un sens, tous les athlètes de haut niveau le font. Ouais. Ils ont tous, principalement à lequel je pense, c'est les tennisman. Ouais. Tu vois Nadal qui enlève son slip 2 fois, il fait rebondir 5 fois la balle au sol, il regarde, il refait rebondir 5 fois, il lance. Tu vois tous les basketteurs, on l'a vu là pendant la finale des JO. Et quand ils font les lancers francs, ils ont tous une façon différente de faire, mais c'est toujours la même. Et cette routine, effectivement, ça rassure parce que à chaque fois, jusqu'au moment où tu dois délivrer la performance, et ben en fait c'est le même processus qui se met en place. Il faut répéter, ça te rassure. Et ok, là si je fais toujours la même chose, et ben en fait il va se passer toujours la même chose. Et ça c'est rassurant et c'est quelque chose que les athlètes de niveau font parce que c'est une routine mentale qui fonctionne. Et toi tu as réussi à la mettre en place c'est inconscient par toi-même en fait. Mais il y a plein d'athlètes c'est des tocs, mais en même temps, tu vois, c'est quelque chose d'important. C'est des tocs, mais que tu chopes vachement tôt, en fait. Tu vas voir un tennisman qui a sûrement un préparateur mental, mais il n'a pas eu jusqu'à ses 16 ans, tu vois. Ouais, et donc, je pense que Nadal, il tirait sa culotte 2 fois à l'âge de 8 ans. Hein, donc, c'est juste que, ouais, tu essaies d'enlever le plus de variables. C'est ça. En restant dans un truc qui est immuable. Et tu te dis, bah, là, si je fais toujours la même chose, comme tu as dit, ma performance sera toujours celle que je recherche. Et finalement, en fait, quand practice makes perfect, c'est qu'en fait, finalement, bah, ton entraînement, il commence déjà dans tes tocs. C'est bête, mais, non, mais c'est vrai. C'est vraiment, ça te permet de te rentrer dans cette... dans ce cocon, dans cette... Moi, je définis ça comme un cocon, mais il y a d'autres personnes qui vont définir ça... Dans ta bulle, ça va être dans ta bulle, voilà. bien sûr. Et je me souviens très très bien une fois où j'allais au X Games. Je sais plus combien j'avais fini, je crois que j'ai fini 4e cette année-là. Mais je suis sortie de chez moi, j'étais sur un nuage. J'étais dans mon truc. Avant d'y aller. Je conduisais. J'étais déjà dans le truc et c'est que après, quand j'ai eu fini la compétition et que cette bulle a explosé, je me suis rendu compte que j'étais rentrée dans ce mood-là et ça m'a jamais refait après. Bah, tu vois, alors, ça dépend des gens qui en parlent, mais en général, on appelle ça le flow. Ouais. Et en fait, le flow, on ne sait pas encore exactement trop ce que c'est, mais on estime que c'est un niveau d'activation qui est parfait. C'est-à-dire que si t'es trop activé, ben, en fait, tu vas faire n'importe quoi, tu vas être trop speed, tu vas être flippé, tu vas être angoissé. Et puis, si ton niveau d'activation, il est trop bas, ben, en fait, tu vas être tout mou, tu vas pas être activé. Et quand tu arrives à ce niveau d'activation qui est parfait, ce qui est très dur à retrouver, et ben, en fait, tu vas avoir l'impression que le temps, il s'arrête, tu vas avoir l'impression d'être vraiment dans ton cocon, comme tu disais, tu vas avoir l'impression que tout est facile, tout va au ralenti, etc. Et ça, il y a plusieurs exemples de sportifs de haut niveau qui en parlent. Et comme tu disais, pratique makes perfect, c'est que plus tu vas pratiquer, tu sais, il y a la théorie des 10 000 coups. C'est-à-dire quand tu vas faire 10 000 fois le même coup de poing, et ben tu vas faire ce coup de poing là parfaitement. Ouais. Et quand tu vas
être capable de reproduire le même geste 10 000 fois, et ben forcément, ça va le rendre plus parfait. Et tu vas être capable, quand tu vas le refaire, d'être dans une espèce de zone qui va te permettre voilà, d'être dans un autre monde, quoi, dans un autre espace. Et ça, c'est vrai que les athlètes de haut niveau, tous le disent, tu vois, qu'ils ont ressenti au moins une fois cet effet-là, et ils savent pas comment le reproduire. Tu vois, c'est super compliqué. Je l'ai reproduit plusieurs fois, mais au moment de la compète, au moment de mon run et tout, mais de rentrer dedans aussitôt. Et volontairement, peut-être aussi. Enfin, t'arrivais à... En fait, j'arrivais à rentrer volontairement dedans quand je savais que je mettais les skis dans la direction du pipe. Voilà. C'était parti, quoi. C'était parti. Okay. Je voyais tout au ralenti. Mais paradoxalement, à la fin de mon run, j'étais incapable de dire ce que j'avais fait. Un autre monde, quoi. J'étais vraiment... Enfin, je savais que j'avais fait mon run, que j'avais réussi, tu vois. Mais te dire si... Enfin, je sais pas comment dire. C'est sur le moment, t'es là, t'es présent. Et puis une fois que c'est fini, hop, tu reviens dans la réalité et puis tu te dis, attends, il s'est passé quoi là? Et puis après, avec le temps, dans une heure, 2 heures après, tu te souviens exactement ce que tu as vu et tout. Mais sur le moment, juste après, je voyais bien que j'étais arrivée en bas. Dans ma tête, je savais que j'avais réussi le truc. Mais quand ma coach, elle me disait, ouais, là, t'es parti, j'étais là. Je me souvenais pas. Je me souvenais pas, il fallait que je voie les vidéos, il fallait que je voie le retour vidéo pour me dire, ah oui, ok, d'accord et tout. C'est pour ça que le retour vidéo est super important dans le sport, pour progresser, parce qu'on est pas mal à avoir ce même un peu effet, tu vois. À part quand t'es en entraînement, où tu fais qu'un seul tricks, là, t'es vraiment concentré sur ton tricks et tout, mais quand t'es sur un run complet, c'est dur de te souvenir exactement de tous les petits trucs que tu dois adapter et tout, et de tout ce que t'as fait sur chaque hit. Et tu sais que tu l'as fait, mais c'est flou. Enfin, je sais pas comment dire. Et du coup, de rentrer dans le cocon, comme je reviens en arrière, mais rentrer dans le cocon plus tôt, ça, je l'ai fait vraiment involontairement. Et je m'en suis rendu compte qu'à la fin de ma compète, où je suis sortie de cette bulle, et je me suis dit, attends, mais j'étais dans la bulle depuis 2-3 heures, quoi. Pas juste depuis 30 secondes, 40 secondes. T'as fait quoi comme résultat sur cette compète? J'ai fini 4e. Ah oui, c'est ce que tu Ouais, disais j'ai fini. Je crois que j'ai fini 4e. Ouais. C'était une bonne place, pour le coup? Ou à l'époque, ou c'était pas une bonne place? Si, non, c'est une bonne place. Hein. Très bonne place. J'ai été dans le top 5 pendant 10 ans. Dans le top 3, je pense que pendant 2 ou 3 ans. Non, c'était une bonne place, mais bon, t'es toujours déçu. Tu sais, après, t'as toujours l'autre personne. Enfin, t'as les autres. Ouais, t'aurais dû faire ci. Enfin, on refait le match après le match entre nous. Hein, mais sur le coup, j'étais un peu déçue parce que j'aurais voulu monter sur le podium des X Games à Aspen. Mais non, c'était une très bonne place. Justement, on parle de ces fameux X Games. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste, une compétition au X Games ou en Coupe du Monde, en championnat du monde? Est-ce que c'est la même chose? Et comment ça se déroule? Alors, c'est 2 vibes complètement différentes entre les Coupes du Monde, Jeux Olympiques ou quoi, et les X Games. Les X Games, c'est vraiment à part. Tu rentres dans une entreprise qui est faite pour promouvoir les sports extrêmes, où là, t'arrives, je sais pas comment dire, t'es transporté dans un autre monde. Tout est fait pour toi. T'as des grands lounges où t'as des masseurs qui sont là pour toi. T'as ton préparateur de tes skis, il a sa loge. Enfin, tu vois, sa loge, ça a son espace pour travailler et tout. Puis t'es vraiment comme mis un peu sur un piédestal, un peu, tu vois, t'es reconnu, quoi. T'es reconnu, mais ton sport est reconnu comme étant le sport, enfin, tu vois, l'un des sports extrêmes qui vaut le coup d'être au X Games, tu vois. Et pour moi, ça a toujours été le Graal ultime d'avoir une médaille au X Games. Premièrement, parce que mon sport était pas olympique quand je suis rentrée dedans. Et deuxièmement, ouais, ça a une aura, ce prestige un peu que, voilà, on a vu tous Shaun White, Kelly Slater, Tony Hawk, Tony Hawk, Tony Hawk et tout.
Et ouais, j'ai grandi en regardant MTV, les X Games sur MTV. Oui, c'est la base des sports extrêmes. On a Voilà, tous regardé ça avec le BMX, le skate. Et ouais, voilà. Bien sûr, le roller aussi à l'époque. Et du coup, à moi d'arriver dans ce milieu, sur cette compète-là, où vraiment, ouais, en plus, c'est une semaine, t'es à Aspen ou t'es à Tignes, et ouais, à Tignes, c'était cool parce qu'en fait, tous les athlètes, en plus, on était logés dans le même hôtel. Et donc, t'as vraiment un peu ce Club Med, sensation un peu Club Med où on chill tous entre nous pendant une semaine et tout, c'est trop cool. Et après, le pipe est parfait. Genre, Au X-Games, au c'est top. X-Game, il est coupé au laser, le truc, y a pas un problème. Alors que t'arrives sur les Coupes du Monde et des fois, t'es là. Il est bourré, le gars, qui a coupé le truc. Ou t'as une pauvre tente en haut, t'as nulle part où te réchauffer. Enfin, tu vois, c'est un peu plus artisanal les autres compétitions. Après, les Jeux Olympiques sont encore différents. Mais ouais, les X Games, c'était vraiment la semaine que t'attendais dans ta carrière parce que. Les X-Games, c'est pas un. J'ai pas regardé, mais les X-Games, c'est pas quelque chose de privé. Si. C'est privé, alors que le championnat du monde, Coupe du monde, Jeux Olympiques, ça c'est quelque chose C'est fédéral. Ouais, c'est fédéral. C'est Et donc, fédéral. je pense, Moins moins de d'argent. moyens. Et puis en fait, le moyen, il vient de quelle place a le sport dans le pays et quel impact on veut lui donner. Et puis Alors dans qu'au la X-Games, c'est Fédé, fait pour quoi. bah voilà, C'est en les fait, c'est ça, games c'est des que jeux extrêmes, quoi. Donc, tu rentres dans un côté fédéral, dans un côté euh, où c'est vraiment, où t'es un peu le parent pauvre bah, surtout t'es nouveau venu, ils ont pas forcément tous les codes, ils savent pas quel shaper engager, parce qu'il y a que, on va dire, 4 ou 5 shapers dans le monde qui savent faire des halfpipes. C'est quelque shapers, chose, ceux qui font la shape, c'est ceux qui font le shape la forme du la pipe forme de halfpipe. et qui savent, qui conduisent Les machines les machines pour faire le pipe. Et il y a que 4 ou 5 personnes qui sont réellement compétentes là-dedans au monde. Ok. Donc, ouais, au Pour faire des monde. beaux pipes. Ouais, pour faire vraiment des beaux pipes Qui te permettent d'être performant et en voilà. plus d'être sécurisé. Parce Et d'être que quand sécurisé. le coping il est mal fait, quand il y a de la neige Voilà. au milieu, quand c'est un peu tordu, Ouais. t'as plus de risque de te faire mal. Quoi, en plus. Moi, à Sochi, par exemple, je fais mon premier saut, je fais un 900. J'arrive, il faisait très chaud, il pleuvait et tout. Donc, ils avaient mis de l'azote sur les murs. Sauf qu'ils n'avaient pas mis d'azote. Et l'azote, c'est ce qui permet de geler un peu la neige, ce qu'ils mettent sur les pistes de descente. Pour pas que ça creuse trop quand il y a 150 alpins qui passent avec leur couteau super aiguisé. Et sauf qu'ils n'avaient pas mis au milieu. Donc en fait, tu passais de murs qui étaient gelés à de la soupe, de la neige de printemps au milieu. Et en fait, moi, j'ai atterri un petit peu trop en avant et j'ai mon pied gauche, mon pied gauche qui a tapé sur mon pied droit. Et là, ça m'a fait faire un peu je sais pas, le coup du lapin un peu. Ouais. Et du coup, j'ai fait un KO à cause de ça. Ah ouais. J'ai fait une faute de quart en fait. Après, la faute de quart, c'est qu'aussi je suis arrivée un peu trop en avant. Et du coup, ça a fait que j'ai moins bien maîtrisé mes skis. Mais s'il y avait eu un pipe qui était parfait, ça aurait pas eu un aussi gros impact. Ça n'aurait pas eu un aussi gros impact. Okay. Après, c'est trouver des excuses avec des scies, on peut refaire un monde. Non, mais en tout cas, t'as bien vu que la qualité des infrastructures joue énormément. Et puis, ouais, donc, du coup, t'as les X-Games, le du Tour c'est aussi privé. Et après, t'as les Coupes du Monde et les Jeux où là maintenant, les derniers que moi j'ai fait à Pyeongchang, ça allait mieux. Les conditions étaient meilleures et tout. Mais les premiers Jeux, on venait d'arriver comme sport olympique. On était là. On est nuls là. C'est sûr, en plus, quand tu compares au X-Games et tout est parfait et que tu arrives là. Et c'est dur mentalement de te dire putain, je me suis préparée pendant 10 ans pour un truc. J'ai concouru, j'ai fait des places dans des compètes qui étaient vraiment à la perfection, où j'avais pas à mettre la variable technique du pipe dans mon entraînement. Et là, j'arrive à la compétition qui est censée être la plus importante de ma carrière. Et j'ai un truc qui est horrible en face de moi, quoi. Et en fait, c'est là où tu vois vraiment ceux qui sont vraiment forts mentalement, qui arrivent à faire un pass de
du mauvais temps, des conditions techniques. Moi, j'étais pas prête, j'étais pas assez forte mentalement et je me suis complètement laissée envahir par le moindre petit truc qui allait pas derrière. Bah, ça m'a complètement déstabilisée et voilà. T'as pas réussi à faire ton J'ai run pas que t'avais réussi prévu, à. quoi. Voilà, ouais. Là, tu fais combien Pyeongchang Ben, sur les à derniers chaque fois, JO? j'ai le même scénario qui se répète sur les 2 jeux que j'ai fait. Je me qualifie. Parce que nous, en fait, quand on fait les qualifications et les finales, on a 2 runs à chaque fois. Donc, tu as 2 runs en qualif, 2 runs en finale et on prend le meilleur des 2 runs. Okay. Et donc, à Sochi, je me qualifie avec mon premier run, mais je tombe sur mon deuxième. Je me fais un KO de 30 secondes. Et du coup, comme il y a les finales dans la foulée, le médecin de la Fédé m'autorise pas à concourir 2 heures plus tard après un trauma crânien. Et à Pyeongchang, je tombe sur mon premier run. Pareil sur une figure, je pousse trop, j'atterris tout en bas, mais là par contre, peut-être la première. Et là, tu te fractures. T'as pas un truc à l'orbite là? Si, ouais, là je me pète l'os qui est entre l'arcade et la pommette, et une partie de la pommette un petit peu. Et du coup, par contre, là, les finales pour lesquelles je me suis qualifiée, elles sont le lendemain. Et le lendemain, quand je me réveille, j'ai l'impression que Mike Tyson m'a foutu une droite Moi, tu m'étonnes. et j'ai l'œil complètement fermé. Et du coup, encore une fois, le médecin me dit, bah écoute, tu vois pas en 3D, t'as qu'un œil qui est ouvert, je peux pas te laisser concourir. Donc à chaque fois, j'ai fini 12e des finales, mais sans vraiment concourir en finale. Voilà. Ok. Ça, c'était une des dernières compètes que tu as fait? C'était, après, j'ai dû faire 2 Coupes du Monde derrière et après, j'ai arrêté. Ok. Voilà. Ok. Et donc, tu disais comment ça se déroule. Donc, tu as une partie. Alors, déjà, comment t'arrives à. Comment tu peux accéder déjà à ces Coupes du Monde, Championnats du Monde, ces X-Games? C'est quoi la phase avant de faire ces runs de demi, de finale qui, au final, restent assez classiques? Comment tu fais pour accéder à ça? En France, c'est assez compliqué. Avant, on avait un truc qui s'appelait les SFR Tours, où tu pouvais t'inscrire, courir. Puis si tu faisais des bons résultats, tu étais repéré par la Fédé qui t'inscrivait à la Coupe du Monde d'après. Ça, c'est pour les Coupes du Monde. Aujourd'hui, je sais pas trop comment ça se passe. Il doit y avoir d'autres petites compétitions, mais c'est plus un tour national. Ça doit être d'autres plus petites compétitions. Et après, tu t'es inscrit par ton club, en fait. Ton club dans lequel tu t'entraînes, t'inscris à telle ou telle compétition à droite à gauche, et puis plus tu as de résultats, plus tu arrives à monter un peu les échelons. Au X-Games, ça peut être sur vidéo. Tu peux envoyer tes vidéos. T'envoies des runs et ils te... Après, la réalité étant, c'est vraiment les sponsors. Ok. Red Bull Monster, toutes ces marques qui te sponsorisent, elles disent je veux bien vous filer tant d'argent au X-Games, et par contre, vous prenez tel athlète. Qui forcément représente la marque. Qui représente la marque, qui ont forcément le niveau aussi d'être dans le truc. Red Bull va pas sponsoriser des athlètes qui mais sont vivants. Mais c'est beaucoup plus dur pour un athlète, un nouvel athlète qui arrive de rentrer dans les X-Games. C'est vraiment, c'est dur, quoi. C'est encore plus si tu viens pas du Canada ou des États-Unis. Alors là, moi, je sais que je suis rentrée parce que l'année d'après, ils allaient faire les X-Games Europe. C'était la première fois. Et donc, du coup, les X-Games, ils se sont dit, attends, il faut qu'on commence à avoir 2-3 Européens pour amener de la visibilité en Europe et donner l'intérêt aux gens en Europe de regarder. S'ils ont des athlètes européens, ils vont beaucoup plus regarder que s'il y a que des Américains, des Canadiens qui se pointent en Europe pour faire une compétition. Tout le monde va dire, je ne connais pas. Surtout qu'en plus, même si en théorie on peut dire que tu as profité un petit peu du système, de dire pas du système, mais de dire que les jeux vont être en France après derrière, mais tu as fini 4e, donc tu n'as pas du tout usurpé ta place sur cela. Je sais pas si tu as fini ça à cette place-là. C'était celui-là. La première année, j'ai dû finir 5e, un truc dans le genre. Ouais, donc t'es dedans en fait. Oui, j'étais top dedans. 10, donc en fait ta place tu la mérites. Par contre, tu vois, la dernière année où j'ai concouru à Aspen, je crois que je finis 6 ou 7e, parce que c'est là où en fait je me fais mal à mon genou, et c'est juste avant les jeux, et du coup j'arrive pas à raider et tout. L'année d'après, j'ai pas été invitée, tu vois. Ok. Alors que ça faisait 5 ans que je faisais les X-Games, 5 ans que j'étais dans le top 5, et 5 ans que j'étais aussi sur le podium en Europe.
Enfin, 4 ans que j'étais champion du monde d'Europe, vu que ça avait commencé l'année d'après. T'as le droit à zéro. T'as le droit à zéro erreur. À part si vraiment t'es un nom qui a une aura, qui a une signification dans le sport. Si t'es un athlète parmi tant d'autres qui performe, certes, mais qui est pas non plus une star mondiale. Voilà. Tu viens. Ça, c'est un peu particulier. Et toi, t'avais des sponsors quand tu concourais pendant 5 années au Easy Games, forcément, dans le top 5. Ouais. Tu dois avoir des sponsors avec qui tu suivais, toi, comme j'avais Nordica pendant 10 ans qui m'a suivi. Après, au niveau fringues, je suis passée de Orage, Dakine, ces marques-là. Après, j'avais SFR pendant quelques années. Eux, ils te payaient ou ils te donnaient des goodies, des habits? Alors moi, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance d'être à l'époque où il n'y avait pas encore le côté influenceur. C'est-à-dire que on te sponsorisait pour avoir des résultats en compétition. Et du coup, ceux qui faisaient de la vidéo, par exemple, ils galéraient parce que les gens, ils s'en foutaient un peu des vidéos à l'époque. Mais moi, voilà, donc on me payait et ils se rendaient bien compte que pour aller à toutes les Coupes du Monde, ça fallait bien que j'ai un budget. Il me fallait de l'argent. Même si les premiers championnats du monde, par exemple, où je suis partie, la première Coupe du Monde, elle était en France. La deuxième, j'ai pris mon prize money que j'avais gagné en gagnant la première Coupe du Monde pour pouvoir partir à la deuxième. Tu vois, on a des budgets des marques, mais on réinvestit aussi l'argent qu'on gagne pendant les compétitions pour continuer à faire. Donc tu gagnes pas tu t'économises pas non plus de ouf. Oui. Ça te paye en tout cas au début de ta carrière, tu t'économises pas de ouf. Et après, voilà, donc t'as les sponsors qui me payaient, moi. Et après, quand on est arrivé aux Olympiques, la Fédé nous donnait 5 000 euros chacun. Par an. Pour un sport qui coûte entre 35 et 45 000 euros la saison. Donc, fallait que tu aies des sponsors derrière. Oui, et là, ce que j'allais dire, comment tu faisais, tu avais les sponsors pendant ta carrière qui te payaient, qui te donnaient de l'argent ou qui payaient tes déplacements Alors non, moi j'avais des budgets. On me donnait tant d'argent au début de la saison. Et c'est moi qui gérais mon budget pour me dire, là, je vais aller à telle compète. Il faut que je paye ma coach, mon préparateur physique, mon préparateur technique. Ton matos. Non, le matos, du coup, ils te le donnent aussi. Ah oui, d'accord. Ils te donnent aussi les fringues et tout, parce que l'important pour eux, s'ils te donnent de l'argent, c'est pour que tu aies les skis ou les tenues pendant que tu fais ton podium, que tu arrives avec ton ski en haut du podium et que les photographes aient une photo de toi pour faire l'article dans tel magazine. Donc ça, je te parle ça, on est en 2005, 2010, tu vois. Donc, les sponsoring de l'époque. Sponsoring de l'époque. Et puis après, à partir de 2013-2014, j'ai commencé à avoir des contrats d'influence où là, en fait, on te demande plus de faire une place à une compète. On te demande d'avoir tant de followers sur Instagram, tant de publications avec tant de vues par mois par rapport à la marque, dédiée à la marque. Et en fait, là, du coup, ça a ouvert la porte à plein d'autres athlètes, personnes, qui étaient pas mauvais dans ce qu'ils faisaient, qui avaient un regard beaucoup plus artistique et beaucoup plus léché au niveau du contenu, des vidéos et tout. Moi, j'étais pas du tout prête à ça. On me demandait de performer. Je savais de faire un 900 avec un graphe qui était stylé, mais... Par contre, faire du contenu, créer du contenu, j'étais pas trop. J'étais vraiment la génération qui découvrait Instagram. Enfin, j'ai eu Instagram en 2012. Et avant, j'avais Facebook, quoi, tu vois. Donc, et du coup, de là, ça a ouvert la porte à d'autres personnes qui avaient pas le niveau pour arriver en compétition, aux X-Games, Coupe du Monde et tout, mais qui avaient cet autre côté un peu plus artistique, un peu plus créateur de contenu, qui correspondait finalement plus aux besoins des marques actuelles pour survivre sur le marché, voilà. Et du coup, eux, ils ont compris, les marques ont compris que en fait, ces gars, comme eux, ils n'avaient pas 35 000 balles ou 45 000 euros de saison à payer, qu'il fallait juste qu'ils aient leur forfait saison, qu'ils puissent monter tous les mercredis et les samedis dimanches raidés. Ils n'avaient pas besoin de tant d'argent. Et donc, du coup, ça faisait le même effet après derrière. Et ça leur faisait le même effet, voire plus d'effets au niveau communication et de plus en plus, tu vois. Mais voilà, après, aujourd'hui, la communication a encore changé. On revient à des choses un peu plus authentiques, un peu plus la performance d'un athlète
retrouve sa place, sa juste place. Et on est moins sur le côté un peu vraiment avant, quelqu'un qui sautait, qui faisait ça. Une marque, à partir du moment où c'était écrit le nom de la marque en dessous du ski, poster ça sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de notion de performance. Et puis notion de qualité, en fait. L'important, c'était de poster. De poster. Donc, du coup, là, ils ont compris que au lieu de donner de l'argent à des athlètes, eh ben, ils pouvaient juste donner 3 francs 6 sous et un t-shirt à un influenceur qui allait te faire plus de contenu qu'un athlète. Sauf que après derrière, ils se sont rendus compte que du coup leur marque avait zéro valeur et zéro zéro image finalement, enfin zéro je sais pas comment on appelle ça, mais tu vois quand tu vois un casque Red Bull, c'est pas un gage de qualité quoi. Tu vois un casque Red Bull, ils ont jamais fait de pub hein. Et par contre, c'est le Graal que tout le monde veut et tout le monde ne l'a pas, et pas un seul influenceur quand un casque Red Bull. Le casque Red Bull, c'est qualité? Casque Red Bull, si t'es un athlète Red Bull, t'es top du top, quoi. Okay. Et Red Bull n'est pas forcément une marque qui paye le plus ses athlètes, mais par contre, t'as un suivi derrière, préparateur mental, physique, médecin, salle d'entraînement. Là, tu rentres dans une autre sphère et là, tu peux vraiment évoluer sur ton sport. Mais voilà, et donc du coup, aujourd'hui, c'est plus dur pour les athlètes qui arrivent parce que les budgets sont moindres avec cette concurrence entre guillemets qui est pas censée vraiment être une concurrence, parce que c'est deux pôles qui devraient être bien distincts, mais finalement ça a changé. Si on revient, on va complètement changer de sujet. Si on revient un petit peu sur le début, tu disais tout à l'heure, j'ai lu justement en préparant que tu avais vécu en Guadeloupe et ensuite après tu arrives au ski. Alors, on peut dire quand même que ça fait un espèce de grand écart qui est pas mal. J'aimerais comprendre ce qui se passe quand tu es jeune et quand tu t'es en Guadeloupe, que tu viens en France, tu arrives dans les montagnes, forcément dans un environnement qui est un peu différent. Et voilà, tout ce cheminement un petit peu quand tu es jeune et qui t'amène au ski, ça commence en Guadeloupe. T'es né là-bas ou t'es... Non, je suis née. Enfin, mes parents sont rentrés pour m'avoir parce que à l'époque, je crois qu'en Guadeloupe c'était pas top les maternités. Voilà, donc ils sont rentrés 6 mois à Aix-les-Bains pour m'avoir, et puis dès qu'ils ont pu prendre l'avion, ils sont rentrés chez eux en Guadeloupe. Et du coup, on rentre quand j'ai 7 ans, je crois. Ils sont en Guadeloupe. Ils accouchent en France, ils repartent en Guadeloupe. Oui, ils repartent en Guadeloupe. C'était vraiment parce qu'il y avait peut-être pas forcément l'infrastructure pour avoir un enfant, enfin accoucher d'un enfant dans les meilleures conditions. Je pense qu'ils ont dit, on va rentrer en France. Ils sont quand même français. Enfin, ils viennent de métropole, mes parents. Ils faisaient quoi comme boulot quand t'étais petite? Donc, ma mère est prof de danse. Et mon père, à l'époque, vendait des voitures. Donc, mais lui fait beaucoup de vélo de route, toujours il a fait l'armée pendant 5 ans, enfin tu vois. Très axé sport. Ma grand-mère est prof de sport et ma grand-mère a été mutée à la fin de sa carrière en Guadeloupe, c'est pour ça que il se rencontre là-bas, enfin bon, voilà. Jusqu'à 7 ans. Jusqu'à mes 7 ans. Après on rentre. Là, je découvre ce que c'est que le froid, d'avoir à mettre des chaussures, ça a été très compliqué apparemment. Et donc du coup, comme j'ai des parents qui sont très sportifs, ils me mettent non, au début je vais faire du hockey sur glace, mais à l'époque on dit non aux filles parce qu'il n'y a pas d'équipe féminine, et on me dit qu'ils veulent pas de filles dans leur équipe masculine. Je dis c'est pas grave. Et du coup je me mets au patinage artistique, j'en fais pendant 4-5 ans. Je rate la sélection Crisa Patin. Donc, c'est le sport-études patinage artistique. Parce que je suis dyslexique et je suis très très mauvaise à l'école. Je sais absolument pas écrire, c'est une catastrophe. Les maths, c'est un schmilblick pour moi. Avant de te faire une addition, je remplis 3 feuilles de papier parce que dans ma tête, ça marche pas pareil. Et du coup, grosse déception, je devais avoir... Mais t'avais le niveau au patin pour mais là, je te parle de ça, j'ai 10 ans. Hein, donc oui, à un moment, je crois que je gagne le championnat de Haute-Savoie en poussin ou un truc dans le genre. Donc j'étais pas mauvaise, hein, mais
Bon, t'étais très jeune, donc pas pour autant pas que de la dire que t'allais être la nouvelle. Oui, voilà, j'avais pas de Ok. Vanessa Gusmeroli ou quoi que ce Mm. soit. Donc, du coup, vers 10 ans, j'arrête d'un coup d'un seul. Je dis, si je peux pas en faire mon sport, j'arrête. Du coup, je fais beaucoup de wakeboard derrière. Pareil, là, je fais de la compète. Je finis toujours 3e. Toutes les compétitions, je fais toujours 3e. On était 4. Donc, il n'y avait pas beaucoup de filles. Mais j'aime bien ça, tu vois, je trouve ça cool. Je retrouve un peu le même truc que faire des pirouettes sur une glace, sur une patinoire. Là, je le fais dans l'eau, donc c'est cool. Et t'apprends, parce que Comment est-ce que j'arrive, tu vois, patinage artistique, c'est la pratique en fait. T'as pas un, c'est juste, je en viens de fait, on dire m'a comment juste j'aime. appris un patin artistique Mm. à faire un double boucle Être dans les piqué, airs être et dans tourner. les airs et tout. Puis là, à l'époque, j'ai 7-8 ans, quoi, donc Ça prend vite. c'est malléable, hein, on t'apprend tout ce que tu veux, quoi. Et du coup, j'applique ça sur le wake, ça marche bien. Tremplin ou sur les vagues ou... Non, à l'époque, pas de tremplin, on est derrière un bateau, il n'y a pas de câble encore. Je te parle ça, c'est 2001, non attends, oui, 2001, un truc dans le genre, quoi. Donc, ouais, 2001, quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas encore de câble, il y a des bateaux. Et derrière, je fais du coup l'hiver qui suit, je fais de l'alpin. Je suis mais mauvaise et mauvaise au point qu'il y a une fille quand même j'en suis à une compète. Je finis mon slalom, faut que je pousse, c'était le slalom du géant. J'arrive, je fais un temps et là je vois une fille qui tombe, qui rate une porte, qui remonte en escalier, qui repart dans son et qui fait un meilleur temps que moi. Là je reçois mon père qui me dit bon, fille, c'est bon. Et en même temps, tu viens de Guadeloupe, t'as pas vraiment skié avant. Enfin, j'avais skié une semaine par an, comme tout le monde, pas à Noël, tu vois. Mais bon, je savais skier quand même depuis mes 4 ans, mais je n'en faisais pas tous les week-ends comme les gamins d'ici, quoi. Et en fait, après, je sais plus pourquoi, je suis au collège. J'ai des potes qui vont skier tous les mercredis. Je suis un peu un garçon manqué, donc j'ai que des potes mecs. Je les suis. Au début, je les regarde juste être dans le snowpark de l'époque, essayer de faire des pirouettes, des trucs et tout. Et puis au bout d'un moment, je me dis, c'est un peu chiant d'être sur le côté, à papoter avec les autres meufs qui regardent et les parents. Je vais essayer, quoi. Et donc je commence à essayer, puis finalement, je retrouve les mêmes trucs que j'ai trouvé dans le patinage artistique, dans le wakeboard. Là, je me dis, tiens, je peux l'appliquer aussi dans le ski. Donc du coup, je commence, et puis se passe l'hiver, j'arrive un jour, je vois mon père et je lui dis j'ai fait mon premier 900 sur un big air. Donc 900, on parle de 2 tours et demi. 2 tours et demi en l'air, 900 degrés. Non, je crois que non, à l'époque j'ai fait mon premier 720. Pardon. C'est quand même 2 tours. Ouais, 2 tours en l'air. J'ai fait mon premier 720. Demain, je vais faire un backflip. Elle me regarde et dit attends, je pensais que tu bouffais des bonbons sur le bas côté du parc. Première année, ça. La première année, ouais, au bout de 2 mois. Et du coup, voilà, il me dit bon, attends, je vais t'acheter un casque, une dorsale, et puis du coup, il monte avec moi le week-end d'après. Et là, elle se dit ok, ma fille, un pet au casque, clairement. Elle fait le même truc que ses potes mecs. Elle se rend pas compte des risques qu'elle prend parce qu'elle a des facilités par les sports qu'elle a fait avant. Il parle au coach du club de la Clusa qui lui dit au début, écoutez, on a déjà eu une fille dans le club, ça n'a pas du tout marché, il y a que des garçons, il y a un peu des tensions, on va pas réitérer l'expérience. Et mon père, qui est très bon négociateur, insiste, lui dit non mais en fait, prenez-la juste une journée. Vous voyez, au bout d'une journée, voilà, on verra. Donc ton coach ton nouveau coach accepte de prendre une journée. Une journée. C'est une journée test. Ouais. Ok. Journée test comme il y a partout et à la fin. Quel âge t'as 12 ans 12-13 ans Là je vais avoir 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Et donc du coup, il me dit il dit à mes parents ok d'accord, je la prends, mais au moindre truc, elle dégage. Donc au moindre problème qu'il y a avec les garçons. C'est fou ça, d'avoir ce comportement. On est en 2002, il faut revenir dans l'époque, dans le truc où
y a pas de MeToo. Il y a des sports pour les filles, il y a des sports pour les filles. gars. Voilà, exactement. Mais t'as encore Jenny Longo à qui on dit que le vélo c'est pas pour les femmes, quoi. Que c'est moche esthétiquement. Donc on est peut-être 10 ans après cet épisode, donc les mentalités ont pas encore trop évolué. Et donc du coup, moi je me dis, ok, j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut absolument que ça marche. Et la saison d'après, je fais presque tout l'hiver avec le club. Et arrive, je crois, février ou un truc dans le genre, où il y a une compète au Contamine-Montjoie, c'est une Coupe du Monde. Moi, j'ai 15 ans. Ouais, j'ai 15 ans. Ouais, j'ai 15 ans. Donc, c'est peut-être je devais avoir 13 ans quand j'ai fait le test. Enfin, 14 ans quand j'ai fait le test et 15 ans la saison d'après. Et du coup, je dois ouvrir le pipe pour la Coupe du Monde. Comme t'as des ouvreurs, c'est des petits jeunes du coin. Tu fais un run de qui font démo, un run de démo pour dire, voilà. Pour chauffer un peu. Chauffer un peu la salle. Et après, t'as vraiment les athlètes qui partent. Et en fait, mon coach, pendant les entraînements, parce que du coup, je m'entraîne en même temps que les autres athlètes, il voit que j'ai mis toutes mes chances dans cette compétition. Et du coup, il entend parler qu'il y a un des garçons qui a eu la dérogation de par la Fédé de pouvoir concourir à la Coupe du Monde alors qu'il n'a pas encore 16 ans. Parce que pour concourir en Coupe du Monde, il faut avoir 16 ans révolus. Et du coup, mon coach, il se met dans cette brèche, il dit, attendez, si vous avez accepté que ce garçon qui a 15 ans puisse concourir à cette Coupe du Monde, vous acceptez que ma fille, qui a 15 ans aussi, elle puisse concourir à la Coupe du Monde. Donc il me rajoute au dernier moment, il me le dit pas, il me le dit au moment de partir sur mon run. Et la première à passer? Pour moi, je vais ouvrir le pipe, quoi. Enfin, tu sais, il me dit. Mais t'avais un run déjà préétabli ou c'était freestyle? Tu descendais, tu étais figure? Ah non, mais je m'étais entraînée comme. Oui, je m'étais entraînée, voilà, comme une compète, parce que je crois qu'il y avait d'autres compètes dans la région, donc je me dis, c'est un entraînement, c'est une Coupe du Monde, j'ai pas encore le niveau, mais voilà, c'est un entraînement. Et finalement, je gagne. Tu fais première? Je gagne. Après 2 ans. T'as fait une saison avec les copains. Avec une voilà, et là j'ai fait une saison entière entraînée avec un coach, quoi. Voilà. Et des copains, quoi. Voilà, c'est ça, et des potes. Ouais. Et là tu gagnes la Coupe du Monde. Et là je gagne la Coupe du Monde, et du coup derrière j'ai un sponsor qui s'appelle Nordica, voilà, qui me dit ok, on va te sponsoriser pour la saison d'après. Et il y a une autre Coupe du Monde quelques mois, un mois plus tard, qui est au Canada. Et donc du coup là j'utilise le prize money que j'ai gagné à cette Coupe du Monde pour aller au Canada. Et là, je fais 3e, je crois. Mais je gagne le globe de cristal. En pipe. En pipe, parce que j'ai été la seule, parce que je crois qu'il y avait pas mal de filles qui avaient pas fait le déplacement au Contamine. Donc je gagne sans avoir les meilleures quand même. Enfin, je crois que la meilleure n'avait pas fait le déplacement. En gros, je gagne. De la compète, tu gagnes. Je gagne, et je gagne le globe de cristal après. Et du coup, là, je suis invitée à l'US Open, je suis invitée au du Tour. Enfin, c'est parti, quoi. C'est parti, quoi. Mais vraiment, trop bien. Par hasard. Et si on revient juste 2 secondes sur justement ce premier obstacle dans ta carrière qui est la différence homme-femme, et t'es une femme, t'as pas le droit de faire du freestyle. Tu disais que c'était ton père qui avait convaincu le coach de te prendre. Et toi, t'as eu parce que j'imagine que t'as dû quand même saouler un peu ton père de dire, écoute, je veux y aller, il a dû bien sentir à un moment que t'avais envie, ou il a juste vu que tu performais, t'étais bien dans ce que tu faisais, t'étais forte, et lui, il y allait, il a pris les devants et il a fait le taf, quoi. Je vais te donner un exemple. Je ramenais toujours des 0 ou même des -20 en dictée, tellement j'étais mauvaise avec les profs. Plus. Une fois, j'ai ramené un 10 en sport. Je me suis jamais fait autant engueuler. Donc mes parents aussi. Tu veux dire que si t'as pas ramené un 20, quoi. T'aurais dû ramener un 20. Si t'as 0 en maths, faut au moins que t'aies 20 en sport, quoi. Voilà. Et donc du coup, mes parents, je pense que j'ai eu la carrière que j'ai eue grâce à mes parents, parce que ils ont pas eu le réflexe que tous les autres parents peuvent avoir de dire, ah non mais c'est pas une carrière d'avenir, il faut. Non, ils m'ont dit, t'es bonne là-dedans. Vas-y, va là-dedans. Et puis vraiment, mon père, il me réveillait des fois à 6h du mat pour aller courir, pour aller faire du vélo. Enfin, je pense que c'était un de leurs rêves aussi. Surtout mon père, qui avait pas forcément performé, je pense, comme il avait voulu
en vélo, et du coup, il voulait absolument surtout qu'il voyait que j'avais des capacités, tu vois, donc il voulait absolument que je réussisse dans le sport, là où peut-être il avait échoué, je ne sais pas. Oui, ou juste t'avais vraiment cette qualité-là, c'était Voilà. là où t'excellais, Et il m'a donc on y va, quoi. il m'a poussé, voilà, il a été avec moi, du coup, l'année qui a suivi où j'étais invitée au pas aux Games, l'US Open et tout, il est venu avec moi, il a pris un mois de vacances pour pouvoir venir avec moi sur toutes les compétitions, et puis sur place, trouver un coach américain, au début. Voilà. Donc il s'est démené pour que j'ai la carrière que j'ai eue. Ça a mis 2-3 tensions derrière dans notre relation, mais c'est genre quand ton père te coach un peu et que mais tu sais, il y a aujourd'hui, alors je sais pas si c'est un débat, mais en tout cas, tu sais, avec les jeunes à l'école et sur leur passion, de plus en plus, avant, on disait, bah, tu dois aller à l'école, être bon en maths, en français, en orthographe, en géographie, histoire, etc. Et puis tu vas voir, tu vas faire un bac S, et puis après, tu verras, c'est la voie royale pour, voilà, on va dire, être bien dans la vie, quoi, avoir un bon métier. Et de plus en plus, et je pense que c'est une bonne option, je sais pas où ça va nous mener, mais c'est d'arriver à déceler chez ton gamin une passion, une qualité, etc. Et puis de rentabiliser la qualité, c'est-à-dire tu y vas et tu sais s'il a envie d'être un artiste, alors oui, c'est pas ça peut-être qui va lui faire gagner beaucoup d'argent au début. Et par contre, c'est peut-être là où il va s'épanouir, c'est là où il sera le meilleur, c'est là où il va se passionner et il fera pas de la merde dans d'autres trucs. Et ça, je pense que c'est quelque chose où au moins là, ton père a réussi à déceler ça en partie, quoi. Il y a clairement, il y a du pour et du contre là-dedans. Je pense que c'est vraiment, c'est une ligne un peu, un truc, un jeu de funambule un peu à faire. Parce que oui, d'un côté, tu vois, il y a l'approche américaine où mise sur tes qualités. C'est vrai que c'est très américain, je suis d'accord. Très américain, mise sur tes qualités, tes défauts, pas grave, mise sur tes qualités. Plus tu vas travailler sur tes qualités, plus tu vas devenir vraiment très très bon. Et tu vas avoir de grosses lacunes sur d'autres trucs, mais c'est pas grave. Et après, t'as le côté un peu français, plus européen, plus académique, où non, alors t'es moins bon là-dedans, donc on va te faire prendre des heures et des heures de cours en plus pour que tu essaies de rattraper le niveau. Mais du coup, le gamin, il s'épanouit pas, comme tu dis. Il y a beaucoup de jeunes qui finissent, alors super, ils ont un bac S en poche, mais ils sont paumés dans la vie parce qu'ils savent pas ce qui les passionne, quoi. Oui, et puis quand tu fais ce format-là, t'es obligé d'étouffer un peu en partie la passion que t'as eue. Voilà. Et tu te permets pas non plus de découvrir, parce qu'il y a plein de gens qui me disent mais j'ai pas de passion en fait. Je n'ai jamais eu l'occasion ni l'opportunité de découvrir ma passion. C'est triste, ça. Hein. C'est super triste. Quand les gens parlaient, je le dis pas, tu vois, mais quand j'entends quelqu'un qui me dit bah, c'est quoi ta passion dans la vie, tu vois, et qui sont pas capables de te dire quelque chose, c'est quelque chose enfin moi ça alors que tu vois, en Finlande, dans d'autres pays européens où tu vas avoir quand même vachement plus d'accès sur le sport, tous les après-midi ils sont au sport, enfin il y a vraiment ce côté un peu épanouissement personnel et avoir un bagage minimum quand même scolaire qui te permet d'avancer dans la vie, et de choisir un peu quelle orientation tu as envie d'avoir, et pas simplement avoir le même moule qui forme à la chaîne des gens qui ont oublié en fait d'avoir un esprit critique et à qui on a simplement expliqué c'est comme ça et parce que c'est comme ça. Finalement, je pense qu'il y a deux extrêmes. Les US où tu vas avoir des gens qui savent pas écrire. Le sport est mis en avant en fait. Le sport est considéré comme, en fait, quand t'es bon au sport, t'es autant considéré quand t'es très bon en maths, quand t'es très bon en quelque chose. Et donc en fait, alors qu'en France, voire plus, c'est vrai que les mais athlètes du coup, sur un campus sont on t'oblige pas à être bon en maths, on t'oblige pas à savoir écrire. Et ça, c'est un problème parce que du coup, quand t'as fini ton sport, t'es bien comme un. Sauf t'as été un footballeur américain, un basketteur. Là, on est bon. Par contre, quand t'es dans le milieu du ski, par exemple, t'as pas été dans les meilleurs du monde. Mais le nombre de footballeurs à qui on n'a pas appris comment gérer un budget, qui gagnent des millions et qui d'un coup d'un seul gagnent zéro. Il faut avoir investi au bon endroit, acheter les bons trucs et tout. S'il y a personne qui t'explique ça, mais tu t'as beau avoir été un multimillionnaire à une époque, au bout de 5 ans, t'es en train de pointer à l'NPE. Et encore, on parle d'un sport où tu gagnes des millions. Voilà. Ça, dans ton métier, à part Tonio, comme je disais tout à l'heure. Finalement, en fait, t'es moins sur une autre sphère. Donc, en fait,
t'es moins déconnecté de la réalité et tu te rends quand même d'accord. compte que voilà, et ça va pas durer toute ta vie. Et puis, Il faut comme tu prévoir gagnes. l'avenir. Et voilà, il faut quand même prévoir l'avenir. Mais pour revenir à l'éducation, je pense qu'il faut, et d'un côté, pousser vraiment pour que les gens s'épanouissent et cherchent leur épanouissement et vraiment l'espace et le temps pour se développer et que ça mène à quelque chose de sportif de haut niveau, artiste reconnu ou pas. Simplement, c'est simplement se développer, dire bah tiens, je kiffe ce sport, eh ben je sais le faire, j'ai eu le temps de le développer, ça me rend heureux, c'est le plus important finalement. Mais aussi qu'on ne mette pas non plus, enfin moi à la Fédé, le nombre de fois où on m'a dit non mais Anaïs, les écoles, les études, passe pas trop de temps dessus, hein, tu perds du temps d'entraînement là. Tu vois, donc, et moi, mes parents, par contre, m'ont toujours dit, on te laissera faire, enfin, on t'a poussé et on te laissera faire tout ce que tu veux, mais par contre, t'as ton bac. Donc, clairement, j'ai eu mon bac au rattrapage. Mais tu l'as eu. Mais je l'ai eu. Et derrière, j'ai eu la chance d'être un peu au début où il y avait l'IUT, l'IAE qui commençait à développer des classes pour sportifs où on venait 3 mois par an en cours, où clairement on nous le donnait un peu, mais on m'a quand même donné des bases. Aujourd'hui, j'ai un master, enfin, tu vois, je suis pas ressortie, mais j'ai des lacunes au niveau un peu de savoir travailler en entreprise. Tu vois, j'ai jamais fait de stage, j'ai jamais fait de trucs comme ça, et ça, c'est vrai que c'est des codes que j'ai pas forcément, mais que je vais apprendre plus tard. Et c'est un peu plus dur de dire bonjour, j'ai 34 ans, je voudrais faire un stage. Les gens te regardent, stage de quoi T'es déjà actif depuis. Je suis en reconversion. Après, des fois, on peut Tu dire peux que t'es en dire, voilà, tu peux dire que t'es reconversion. en J'ai reconversion et changé tout. de milieu Ça professionnel. commence à devenir de plus accepté, le fait d'être en reconversion. Mais il y a encore 5-10 ans, personne, enfin, moins de monde qui était en reconversion, quoi. Non, en fait, je pense que ce qui se passe, c'est que les gens avaient un truc tout tracé Voilà. qui leur plaît pas. À l'époque, J'ai pas trop de choix, en fait. c'était ça et c'était tout. C'est comme les divorces. Et à l'époque, il n'y avait pas de divorce. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, en fait, t'as le droit de changer de travail, c'est OK. T'as le droit de changer de mari ou de mari-femme, c'est OK. On va moins te juger qu'avant. Et au final, ça permet aux gens de revenir sur des choses qu'ils aiment. Maintenant, si dès le début, avec nos enfants, on arrivait à détecter un petit peu c'était quoi leur zone de génie, on arriverait à les orienter tout de suite vers quelque chose d'un peu plus cohérent avec leur personnalité. Il faut, sans lâcher là bases. où t'es moins bon, mais pas en mettant toute ton attention sur là où t'es moins bon. Faut trouver un équilibre. De toute façon, la vie est un équilibre à trouver, hein, donc. Mais c'est vrai que on évolue pas mal là-dessus. On commence à un peu mieux comprendre, mais le système de l'école française est pas du tout fait pour des gens comme dyslexiques comme moi, où c'est très académique, c'est comme ça, c'est comme si. Aux US, ils sont un peu plus ouverts, mais voir où il y a pas du tout de suivi derrière, où en fait t'es une star et puis après derrière t'es fini, quoi. Et t'as des tragédies qui se passent au niveau des athlètes de haut niveau en post-carrière qui auraient pu être prévenues, empêchées, quoi. Ça, on y reviendra juste après. J'aimerais qu'on continue dans la timeline quand tu fais justement t'as 15 ou 16 ans, tu gagnes ta première épreuve de Coupe du Monde et après tu pars au Canada. Et après une fois que une fois que tu t'arrives au Canada et que tu finis troisième, tu gagnes ton globe de cristal, là il y a tout qui se déclenche un peu au niveau des sponsors. Après c'est quoi? C'est tout le monde t'appelle, l'équipe de France, t'as une émulation ou est-ce que qu'est-ce qui se passe avec les parents? Est-ce que ça y est, c'est Anaïs, ça va être la nouvelle star? Comment ça se passe à ce niveau-là pour toi? T'as ça. T'as ça. L'équipe de France ne m'appelle pas. Hein. Il n'y a pas d'équipe de France à cette époque. Okay. Donc voilà. T'as vachement plus de potes. Hein. Ok. C'est clair. Hein. T'as le prof de sport qui t'a mis un 10 en sport l'année d'avant qui te met un 20. Et puis qui dit si t'es interviewé par... tu dis bien que c'est moi ton prof de sport. Texto. Hein. Ah ouais. Ok. Non, mais clairement, cette histoire m'est arrivée. J'ai oublié son nom, mais big up le prof de sport, génial. Et après, t'as le moment où faut que tu partes à l'étranger et que t'as 16 ans et que t'arrives dans un pays où tu parles pas la langue. Pour faire des compètes ou pour pour t'entraîner, faire les compètes, hein, okay. parce que moi,
à cette même époque, mon coach de la Clusa pouvait pas venir avec moi sur les compètes à l'étranger. Ouais, okay. Il n'y avait pas le temps, il y avait 30 autres gamins comme moi qui restaient en France, il y avait des compétitions en France. Et donc du coup, il a fallu que je trouve une structure un peu. Donc mon père était devenu pote avec un photographe qui s'appelait Félix Rioux et qui en gros m'a un peu pris sous son aile. C'était un Canadien et il m'a un peu présenté l'équipe, les Canadiens qui faisaient les compétitions et tout. Ils avaient tous 10 ans de plus que moi. Et du coup, de là, il avait trouvé une coloc pour moi où habiter avec 3 autres filles qui faisaient de la compétition aussi. Il y avait une américaine, une canadienne et une néo-zélandaise et une australienne, pardon. Et donc du coup, j'arrive là-dedans, je ne parle pas un mot d'anglais. Hein. Je suis nulle à l'école, on rappelle. Hein, si j'arrive pas à écrire français, j'arrive moi à parler anglais. Et là, je passe toute une saison à apprendre à parler anglais sur le tard. Sur le tard, et t'es là, waouh, vas-y, à essayer de m'entraîner, à les suivre parce que elles font du slopestyle, il y en a une qui fait du pipe, enfin, je les suis un peu, puis du coup, je rencontre la coach de la fille qui fait du pipe, qui est la seule coach féminine de tout notre univers en fait. Okay. Et qui veut bien me prendre aussi dans son team. Enfin, vraiment, ça a été une saison où t'apprends l'anglais, tu découvres un nouveau pays, tu découvres un truc. Et en même temps, t'es très très nul en compétition. Parce qu'en fait, t'es passé de la compète Justin Bridou en France, c'est sympa, t'es trop forte, t'es toute seule, c'est génial, t'as pas trop de concurrence. Ah là, t'es dans les compétitions où il y a vraiment toutes les meilleures parce que c'est pas l'autre bout du monde. Et ben là, tu finis 10e, 12e. Et tu prends une grosse claque. Tu penses à cause juste d'une différence de niveau, pour le coup? Ou alors un nouvel environnement? De nouvel environnement, enfin. T'es pas dedans à 100%. On m'a acheté là-dedans et je suis là, t'as 16 ans, t'as un peu envie de dire maman, tu me manques, enfin. Et donc du coup, c'est une grosse année d'adaptation. Mais je m'accroche et quand je rentre un peu backlash, tu vois, ouais, elle se prend pour qui, elle a pris la grosse tête et tout. Du coup, je rentre en France et je suis plus bienvenue en France, mais aux États-Unis, c'est pas chez toi, quoi. Aux États-Unis, c'est toujours pas chez moi, donc du coup, je dis bon, ok, d'accord, clairement, j'ai sûrement dû avoir 2-3 réflexions à la con parce que quand t'es gamin, tu fais 2-3 réflexions un peu, c'est bon, j'y suis arrivée et tout, puis en fait, t'es pas du tout arrivé, c'était que le début. Et du coup, je dis bon, si c'est comme ça, moi je me barre aux US. Et donc du coup, je suis repartie aux US et là, je suis revenue 2 mois chaque année pendant 10 ans en France. Ah ouais, pendant 10 ans, t'as vécu aux États-Unis. Ok, d'accord. Pour être avec les meilleurs, s'entraîner avec les meilleurs et ok, trop bien. Je savais pas que t'avais. Parce qu'après, en fait, nos saisons de compète, ça commence en août, enfin juillet-août, en Nouvelle-Zélande. Ok. On a la première Coupe du Monde. Et ça se finit avril. En Europe, souvent Tignes, tout ça à l'époque. Donc en fait, t'as que 3 mois vraiment de battement sur ta saison. Où là, je rentrais en France. Tes amis. Voilà. Ok. Et ok. Et ensuite, donc là, tu fais tous tes parcours, toutes tes coupes du monde, tu gagnes tu fais 2 victoires, une victoire en Coupe du Monde. Ça, c'est 2006-2008. Peut-être. Tu dois sûrement. Je crois que tu fais une 2006, tu fais une victoire et après. Ça, c'est la première, Et après 2007, la saison 2007-2008. Donc c'est vrai que je sais pas si c'est en 2007 ou en 2008, tu fais une deuxième. Là, t'es au pic de ton sport. Non. À ce moment-là. Non, là, c'est vraiment le tout début de mon sport. Hein. Après. Ça fait 2-3 ans que tu es là. 2007-2008, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ouais. Et après, en fait, c'est les du Tour, les Coupes du Monde. Je fais toujours 2, 3, 4. Là, je commence à vraiment pouvoir jouer En fait, 2006, c'est la première Coupe du Monde au Contamine.
Ok. 2007, du coup, c'est la Coupe du Monde où je gagne, Attends, t'es sûr que c'est 2007? 2008 ou 2008. Ça fait longtemps, mais après, 2008. j'en gagne une derrière. Mm. Après, je gagne plus grand chose. Et après, j'en gagne une. Je fais deux. J'en gagne une à un autre moment dans ma carrière, mais j'ai oublié. Mais l'important, c'est que au niveau technique, au niveau, tu vois, après derrière, je fais les X Games, je fais 2010, 2011, 2012, 2013. Je fais des médailles aux X Games. Et c'est là vraiment C'est là où t'es le pic. là Le où pic je de suis, ta ouais, carrière. 2010, 2010, 2013. Vraiment là, gros pic d'activité, de résultats, du tour, des choses comme ça et tout. Là, t'es comment dans la tête à ce moment-là? C'est-à-dire que t'es sur un nuage où tu rencontres encore des difficultés à ce moment-là Non, je suis je suis un diesel. C'est-à-dire que je mets du temps à me préparer, à m'entraîner. En fait, moi, je m'entraîne beaucoup plus que la moyenne. J'ai besoin de faire 5-6 runs de saut droit pour me sentir bien, alors qu'il y en a plein qui arrivent, qui font un saut droit, allez, C'est vas-y, quoi un saut droit? un saut droit, c'est un saut, tu rides le pipe. Tu fais pas de tricks. Ah d'accord, ok. Tu fais un saut qui est droit et tu rides le pipe, tu sens comment le pipe est. Aux entraînements, j'ai toujours le premier entraînement, c'est toujours de la merde. Parce que il faut que je capte le pipe, que je capte comment il est, parce que chaque pipe a une inclinaison différente, a une forme plus ou moins élargie. Enfin, et le lendemain, j'ai dormi et tout de suite je comprends. Enfin, tu vois, je mets du temps, c'est ma façon de fonctionner. Et du coup, je mets beaucoup de temps et j'ai oublié ta question. Non, on parlait du pic de ta carrière et si justement quand tu étais au X Games, est-ce Ah que tu avais oui. rencontré pendant cette période-là, t'étais toute sur un nuage ou si tu avais rencontré des Non, problèmes à gérer pendant alors, cette période-là ou pas? pas physique, mais problème psychologique où fallait que je progresse. Et là, je savais que j'étais sur une vague qui était géniale. Mais il fallait pas que je me repose sous mes lauriers parce que cette vague, elle pouvait me passer sous les pieds très très vite. Et donc, fallait que je progresse, fallait que j'apprenne des nouveaux tricks. Le niveau à cette époque-là, il commence à bien progresser et très vite. Donc du coup, il faut que je garde le rythme et tout. Donc c'est pas ouais, je suis la meilleure, je suis au-dessus de tout le monde. C'est simple, voilà, je m'entraîne, ça marche et tout. Non, C'est la fête tous les soirs et non, là tu t'entraînes, tu essaies de vraiment t'essaies de prendre un peu d'énergie de toutes tes réussites en compétition, le fait que tu as moins de problèmes d'argent et du coup là tu as les sponsors qui t'es déroulent, plus focus sur ta t'es pratique, ton plus focus sur ta entraînement, ta pratique, récup et tout. Voilà. mais comme je mets beaucoup de temps à apprendre des nouveaux tricks, il faut que je travaille beaucoup. Parce que ça justement, alors ça c'est un point, on sort un peu de ce qu'on était en train de discuter, mais ça ce point-là est super intéressant, c'est-à-dire que tu arrives toujours avec un nouveau run et comme tu disais tout à l'heure, tu arrives comme il faut de l'originalité. Est-ce que tu reprends des tricks qui ont super bien fonctionné en compète ou est-ce que T'as le même run toute l'année. toute l'année, T'as le même run toute la okay. saison. Toute la saison, c'est la même Voilà. run. Okay. Après, vers la fin de saison, il y en a 2-3 qui commencent à mettre des nouveaux tricks parce qu'elles elles sont entraînées à côté de leur run, elles sont entraînées à apprendre un nouveau trick, ça en plus. Et que vers la fin de l'hiver, elles commencent à l'avoir bien, donc elles vont l'intégrer dans leur. D'accord. Ok. Ou Oui, alors, tu pratiques à côté de ton run parfait avec tous tes ouais. tricks. À côté, tu vas travailler En d'autres fait, choses. tu vas avoir plusieurs formes d'entraînement. Tu vas avoir l'entraînement où tu fais que un hit. Tu pars, tu t'entraînes sur un trick. Tu t'entraînes à perfectionner ou à apprendre un nouveau trick. Là, tu fais juste un saut. Après, tu as le run où l'entraînement où on va dire format compète. Tu as 3 runs d'entraînement, 2 runs de compète. Et c'est tout. Et tu fais tes 5, 6, 7 sauts avec et tes voilà. figures. Et là, t'as ça. Donc là, il faut que tu t'enchaînes tout ton run. Après, t'as l'entraînement où le nouveau trick que t'as appris, il faut que tu l'intègres dans ton run. Donc là, tu vas faire là où tu veux intégrer ta nouvelle figure. Tu vas faire le trick en fait, genre, tu fais le A, le B, le C. Tu dis, le B, je veux le changer. Maintenant, je vais faire un D. Donc là, tu vas partir en entraînement. Tu vas faire ta figure A pour pouvoir faire ta figure D et apprendre à enchaîner sur ta figure C.
Tu vois? Oui, parce que t'as pas la même vitesse, t'as pas la même hauteur, t'as pas la même réception. T'arrives pas pareil, t'arrives pas sur le. Ok. Et donc en fait, il faut savoir enchaîner. C'est là où tu perds beaucoup d'élan et tout. Il faut savoir enchaîner. Donc t'as plein de formats d'entraînement différents. Tu n'es pas toute la journée et tu fais juste ton run en entier, en entier, en entier. Non, tu vas faire ton run de. Enfin, t'as plein de façons de t'entraîner différents. Il y a un jour où tu vas dire, là, je suis moins bien, je vais m'entraîner sur le truc un peu plus facile, où je vais apprendre à perfectionner où je vais essayer un nouveau grab, tu vois, un truc pas trop dur. Après, tu dis, là, je suis vraiment en forme, vas-y, j'ai envie d'apprendre un nouveau trick, donc allez, vas-y, là, aujourd'hui, on s'entraîne là-dessus. Tu t'adaptes, il fait mauvais, bon, bah, c'est pas grave, on va revenir aux bases, on va essayer de travailler sur la technique, on a un sport extérieur, donc faut s'adapter aussi aux aléas de la météo. Voilà. Et justement, comme tu disais, quand t'es vraiment dans une journée où tu te sens super bien, tu vas justement tester des nouveaux tricks. C'est quoi le processus de création? Est-ce que t'as des potes qui font des trucs avec toi et en fait tu vas essayer de reproduire la même chose? Est-ce que t'as un coach qui te dit bon bah voilà, je te sens bien sur telle rotation, etc. Comment ça se passe? C'est toi qui inventes? Pour les garçons, ça va être un peu comme ça. Okay. Ça va être l'inspiration sur d'autres sports des fois. Tu vois, genre, je sais plus, mais inventer un nouveau grab, un nouveau truc et tout. Nous les filles, on était très loin du niveau des garçons. Et donc du coup, on essayait simplement de suivre la progression que eux, ils avaient suivi aussi. Donc ils étaient passés de 5,4 à 7,2 à 900. Ok. Donc tu suis un peu plus après. T'essaies toujours de mettre ton style, donc tu vas essayer donc t'apprends en fait, tu dis bah voilà, là j'ai mon 5,4, j'ai envie d'apprendre un 7,2, donc du coup bah je vais apprendre à faire la figure. Donc au début t'as peur, au début t'y arrives pas, au début tu tombes et puis à un moment tu vas y arriver une fois, deux fois, trois fois, bon ça commence à rentrer et après on te dit bah très bien mais tu le fais tout droit comme ça c'est moche. Maintenant faut se relâcher. Maintenant faut que tu le fasses avec un grab quoi, sinon ça vaut zéro. Ok. Donc là, tu continues à l'apprendre et là, tu le fais avec un grab. Donc, à partir du moment où il est avec un grab, tu le rentres dans ton run. Après, même quand tu l'as dans ton run, il faut que tu arrives à le mettre de plus en plus haut. Donc, tu vas continuer à t'entraîner là-dessus et tout. Mais c'est un peu la progression. Et après, en fait, nous, comme on était moins fortes que les garçons, on savait un peu quel tricks. On n'a pas inventé une nouvelle figure. On savait qu'une fois que tu avais fait le 900, le 1000, bon, ben maintenant, il fallait mettre une tête en bas. On va faire un flair. Il y en a une qui a fait un flair avec un 180 derrière. Ah, c'est pas mal aussi. Okay. Bon, après, l'évolution du sport en entier, les filles, elles vont commencer à tourner dans les deux sens. Ah, bon, alors attends, moi aussi, il faut que je tourne dans les deux sens. Après, il y a une fille qui arrive avec, elle drop en switch. Elle drop en arrière. Attends, nous aussi, il faut qu'on fasse du switch. Enfin, il y avait de la progression, mais qui était déjà un peu tracée par les garçons avant. Mais il y avait toujours, on s'inspirait un peu les unes des autres. Et parce qu'il y en avait une qui arrivait à faire ça, on essayait de faire ça. Et puis, tout en gardant notre style à nous. Il fallait pas que ça soit du copier-coller. Tu fais ta petite touche, mais par contre, la base, elle a fait ça, je vais essayer de me mettre au niveau. On est vraiment au tout début du sport. Hein. Avant moi, il y a une seule génération de skills halfpipe. Hein. Avant, il n'y a pas. T'as pas de référence particulière. T'as personne qui peut te coacher. T'as personne qui peut t'apprendre des choses. C'était vraiment au tout début, t'as pas d'exemple féminin. Enfin, t'as la génération d'avant, tu vois, mais qui concourt encore avec toi, donc c'est. Oui, ouais. Donc c'est un peu. Si on revient sur cette notion de risque, on va sûrement pas le voir à la caméra, mais quand je vois le magnifique genou que tu as, qui a été charcuté dans tous les sens, ça c'est le genou qui a pris sur l'impact que tu nous as parlé tout à l'heure. Non, c'est lui. En fait, lui, je pas de cartilage ménisque. Visuellement, ça va. Ouais, ça va. Il a qu'une opération. Sauf que je suis à la fin je sais pas encore, mais je suis à la fin de mon pic. Et je me dis bêtement, tu peux pas prendre une saison off. Tes sponsors vont te lâcher. Je suis plus invitée aux X Games parce que du coup quand je suis pétée sur les X Games l'année d'avant, j'ai raté les jeux juste avant et tout, donc du coup je me dis là c'est la fin. Enfin je sens un peu quand même le déclin de ma carrière. Parce que t'es fatiguée, donc t'as envie de prendre une saison off. Non, c'est parce que j'ai pris 8 kilos la saison d'avant quoi.
Okay. Et du coup, la saison d'avant, j'ai pris, enfin, en fait, l'été d'avant, j'ai pris 8 kilos. Donc, la saison qui a suivi, j'ai pété mon genou. Je prends pas le temps de bien le réparer. Okay. On m'envoie avec un préparateur physique qui est fait pour les rééducations, qui me fait faire des squat jump à 3 mois et demi après mon opération. Et je lui dis, j'ai mal. Ouais, c'est pas grave, tais-toi, vas-y. J'arrive au CERS, Cap-Breton, on me dit, t'as fait quoi avec ton genou? Il est enflé comme pas possible et tout. Cap-Breton, qui est un des endroits les plus réputés Les plus réputés, ouais, pour les. Pour la Après, ça dépend. Il y a Saint-Raph aussi. Souvent, les footeux vont à Saint-Raph, on va à Cap-Breton. Et du coup, là, il faut tout que je reprenne, mais du coup, j'ai pris du retard. Là, il y a la saison qui arrive. Et au lieu de dire, vas-y. C'est une saison off parce que de toute façon, je peux pas performer à 100%. Non, bah, j'y vais. Tu vas quand même. Okay. J'y vais et je me pète ce genou-là, du coup. Parce que je compense. Et là, je pète cartilage, ménisque, les croisés. Sur un saut. Ouais. Waouh. C'est quoi le comme genou, saut comme un flair. En fait, un flair, c'est quand tu fais une tête en bas, en fait. Sur le côté. Sur le côté. Comme une sorte de roue. Tu fais sur le côté et. C'est quoi la différence avec le cork? Le cork, en fait, là, t'as une rotation. En fait, t'as une rotation comme ça pendant en fait, tu vois un tire-bouchon. En fait, cork, ça veut dire corkscrew en anglais, ça veut dire tire-bouchon. Ok. Et en fait, c'est au lieu. Donc, en halfpipe, quand on fait un droit, on n'est pas tout droit. Hein. Oui, vous êtes comme un le peu mur, incliné. il est là. Donc, quand tu fais une rotation droite, c'est une rotation qui est dans l'axe du mur. De la descente. Voilà. Quand tu vas faire un cork, c'est que tu vas avoir la tête, les pieds qui vont passer au-dessus de la tête. Enfin, qui vont être plus haut que la tête. Ok. Quand tu fais une tête en bas, c'est que tu as les pieds qui passent au-dessus de la tête. Là, tu fais une roue, en fait. Enfin, ok. Ouais, c'est à peu près ça. Tant qu'on n'a pas la vidéo, c'est compliqué de comprendre, mais c'est pas grave. Mais voilà, on a la tête en bas et c'est... Et du coup, ouais. Là, tu fais ton flair. Là, je fais mon flair et là, j'ai trop poussé. Et comme tu montes trop, tu veux dire? Non, j'ai trop poussé, j'ai décalé. Ah ouais, ok. Et là, j'ai atterri tout en bas. Et en fait, je me dis, ce genou-là, il va pas réussir à choper, à accepter l'impact. Okay. Et je me mets tout sur ce genou-là. Et là, du coup, j'ai le genou qui fait... Donc là, c'est croisé, ménisque, tu disais. Croisé, ménisque, cartilage. Et bien sûr, comme j'ai pas appris de mon erreur, je reviens la saison d'après. Parce que tu repasses au Cap-Breton, tu fais tes trucs. À la fin, je crois que j'ai passé plus d'une année en entier à Cap-Breton. Je crois que au cumul, le nombre de semaines que j'ai passé à Cap-Breton, c'est presque une année au total, sur 5 ans. Donc. Et là, c'est le début des 5 ans ou c'est... Enfin non, c'était le premier genou à gauche. Le premier genou, c'est 2014, 2015, 2016. Ah, tu repètes derrière 2018. Oh là là, ah ouais, 3 fois tu le pètes le genou. Mais en fait, parce que du coup, je reviens un peu encore trop vite parce que encore, j'ai pas appris de mon erreur, je suis bête et tout. J'ai ce qu'on appelle un syndrome du cyclope, c'est quand tu fais trop de tissu autour de là où ils t'ont rattaché ton croisé. Et du coup, c'est comme si tu avais, en fait, c'est à la taille d'une bille, mais c'est comme si tu avais une orange dans ta chaussure, quoi. Oui, ça frotte, c'est désagréable, ça te fait mal. Ça inflamme mon genou. Du coup, au lieu du coup, je me plains encore, on me dit, Anaïs, t'arrêtes pas de te plaindre, t'es chiante. Pour qu'au final, du coup, j'essaie de faire une saison en ayant le genou qui enfle dès que je fais 3 runs, c'est une horreur. Donc, j'endommage encore plus mes cartilages, encore plus mes ménisques. Et puis tu performes pas? Je performe pas. Psychologiquement, j'ai mes sponsors qui me lâchent. Psychologiquement, c'est dur parce que j'ai mes sponsors qui me lâchent aussi en même temps. Parce que tu performes plus? Ouais. Parce que dans les sports de haut niveau, tu peux être le roi un jour. Et le lendemain, t'es la fourmi qui m'écrase, quoi. Enfin, vraiment. Mais parce que c'est un contrat. Rien, en fait. Mais c'est comme un. Tu fais plus le job, en fait. Un employé qui s'est mis en congé en arrêt maladie, il est chiant, quoi. Et en arrêt maladie, il me coûte de l'argent et il me sert à rien. Oui, puis on t'a un contrat en disant, voilà, on te donne de l'argent pour performer, tu performes pas, tu fais pas ton travail, tu t'es viré. Voilà, exactement. Donc, simple, et tu t'enlèves le côté émotionnel, parce que malgré tout, c'est quand même tous tes potes, un peu les team managers et tout, mais bon. Et du coup, je me fais finalement opérer de mon cyclope, qui est en fait quelque chose que personne ne passe outre.
En fait, tu peux pas résorber un cyclope. Ça n'existe pas. Il faut te refaire opérer. Sauf qu'au lieu de me faire réopérer au moment où j'ai dit, là les gars, j'arrive pas, je suis bloquée à 115 degrés au niveau de ma flexion. En gros, on m'a dit, écoute, t'es gentil. Prends un peu. Fais un effort. Fais un effort. Prends sur toi. Je prends sur moi. Et du coup, derrière, mon genou, il est niqué. Et même après mon opération, j'ai toujours mal et tout. Puis, du coup, je commence à me faire des injections dans mon genou de PRP, d'acide hyaluronique et tout. Il n'y a rien qui marche. Pour qu'au final, je me fasse réopérer donc une 3e fois sur ce genou. Où là, mon chirurgien, que j'ai changé entre-temps, me fait une mosaïplastie. En fait, il me prend une carotte d'os d'un côté pour me remplir les trous que j'ai à la place des os. Parce que, carrément. En fait, quand t'as plus de cartilage, tu tapes dans l'os. Et en fait, je faisais hématome osseux sur hématome osseux et et donc du coup, à la fin, ton os il part en sable. Enfin, vraiment, il se désagrège. Il s'effrite. Et donc, il y avait des trous de 2 cm dans mon... Et puis en plus, c'est pas un sport où tu fais pas du kayak ou de la natation. tu tapes des sauts, ça impacte, ça tape. Mais même quand tu atterris bien, t'as un impact. Oui, t'as un impact quand même. Donc voilà, et du coup, derrière, il me dit, écoute, Squall, en fait, non, il m'a donné le choix, il m'a dit, là, ton genou est vraiment endommagé, mais si tu t'arrêtes maintenant, ça va aller. Et il est pas encore irrémédiablement endommagé, mais tu vas rater les Jeux de Pyeongchang. Ou alors, tu te réinjectes un truc un peu plus fort, tu vas rien sentir, mais par contre, ça cache la douleur, mais ça ne soigne pas, quoi. Ça soigne et donc, pas. Tu vas taper dedans et du coup, derrière, je te récupère, et là, c'est pas la même opération. Donc, moi, bêtement, parce évidemment, que... tu choisis la piqûre. En fait, je suis rentrée dans ce sport, j'avais 12 ou 13 ans. C'est toute ta vie, en fait. C'est toute ma vie, en fait. J'arrive, là, j'ai 28, 29 ans. C'est tout ce que j'ai connu, en fait. Pour moi, je suis pas bonne à l'école. Enfin, j'ai un master, mais bon, j'ai jamais utilisé, j'ai jamais travaillé pour une entreprise, j'ai jamais fait quoi que ce soit d'autre. Je ne sais pas ce que c'est que la vie réelle. Et je me rends bien compte que ça va bientôt s'arrêter et que la vie à côté, pas super cool, enfin un peu moins cool, moins de voyages, t'es plus sur le devant de la scène, t'es plus la petite championne, t'es plus, enfin t'as plus de passe-droit, enfin je me rends bien compte de tout ça. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, mais j'ai pas le choix, enfin c'est ça, quoi, il faut que j'y arrive, il faut que... Et ce qui a été la décision la plus conne de ma vie, parce que d'avoir fait une fois ou deux les jeux, même 0, ça ne change rien du tout dans ta life. Donc après, tu pouvais pas anticiper que tu n'allais pas performer aussi, et que tu pouvais, avec le recul, tu savais que tu croyais en quelque chose qui allait Sochi, j'avais une chance de médaille. Non. Je croyais pas. Non. non, clairement, là, je sais que j'y vais un peu pour me faire plaisir parce que j'ai eu une expérience horrible à Sochi. J'ai envie de prendre ma revanche, voilà. Et en fait, ça fait exactement pareil. Donc voilà, donc ouais, non. Genou en vrac et carrière presque terminée pour le coup, puisque ça fait un an après, tu fais encore une saison. Ouais, je commence, je fais une Coupe du Monde, il y a les championnats du monde qui arrivent. Et en fait, avant les championnats du monde, je sais que j'arrête. Je sais que, voilà. J'y vais, en fait, clairement, j'y vais pour voir mes potes une dernière fois. Parce que aussi, dans la fin de ta carrière, c'est tous tes potes, ils viennent de Nouvelle-Zélande, Japon, États-Unis, Canada. Et toi, tu rentres en France. C'est là, bon, ça fait 15 ans que je partage ma vie H24 avec ces gens. Je ne les vois plus. Je ne les verrai plus, sûrement, pour certains, de ma vie. En fait, donc c'est dur. Hein, c'est dur. Et du coup, j'y vais un peu pour aller voir mes potes, kiffer. Je fais un run ridicule avec une baguette, un béret collé sur mon casque. Pour l'hommage. ouais, pour d'autres choses, mais ouais. Ouais, pour dire un peu fuck à
à tous ceux qui... Ouais. Ok. Et justement, donc en 2019, t'annonces justement que tu t'arrêtes ta carrière de sportive, et de haut niveau en tout cas, de compétitrice. Et derrière, donc là tu expliques bien que ça va être dur et que c'est déjà dur de rien que d'imaginer, à mon avis, d'imaginer la fin. Ouais. Comment t'arrives à surmonter ça, Ouais. C'était à 5 ans, c'était il y a pas longtemps. Ouais. Est-ce que tu es arrivé à surmonter ça et comment ça se passe? Je vais pas dire que tu surmontes, en fait, faut que tu te recrées. Ok. Clairement, en fait, je ne suis plus la même personne que j'étais à cette époque-là. À cette époque-là, j'étais vraiment, j'étais égocentrique. Tout tournait autour de moi. C'était ma performance, mon truc. J'étais quelqu'un d'extrêmement, je vais pas dire colérique, mais hargneuse, ou vraiment, en fait, on m'avait rien donné de base. On m'avait toujours dit, t'es une meuf, t'es chiante, on m'a tenu des discours qui aujourd'hui paraissent lunaires. Et du coup, T'es une j'avais, battante, quoi. ouais, T'avais fait ton truc, tu te débrouillais toute j'avais ce seule. mode survie où j'étais là, il faut. Et là, du coup, bah, tu te dis, bah, en fait, ce mode survie, il va te servir à rien dans la vie de tous les jours. Donc, au tout début, je me dis, bon, bah, j'ai une bonne communauté sur Instagram. J'ai 2-3 marques qui ont envie encore de travailler avec moi et tout. Je me dis, j'ai pas essayé le freeride. Je vais essayer. Donc, je pars au Japon en me disant, je vais aller avec un pote photographe au Japon faire une freeride, une qualification freeride World Tour pour Donc voir si ça freeride, d'accord, tu pars sur une face et et tu tu dois descends. descendre en essayant de trouver des petits sauts, des trucs, être esthétique et puis Donc voilà. on parle d'une pente qui est comme ça, quand même, Voilà. en freeride. Non, là t'es au qualifier, t'es pas sur le bec de Ross. Ok. Ok. Tu fais Voilà. pas de saut de 30 mètres, Tu fais t'es pas non, là. non, c'est vraiment tout le monde peut s'inscrire. Ok. T'es au C'est Japon. accessible. Japon, c'est pas très raide. Hmm. Y a de la bonne neige et tout. Et en fait, je me dis, bah, je vais aller au Japon. Comme ça, il y a personne qui va me connaître. Ils vont pas se dire, oh, c'est Anaïs qui essaie de faire une reconversion là-dedans. Je vais y aller sans pression. Je suis n'importe qui, voilà. Sauf que bah eux ils ont capté et ils mettent la télé japonaise dans la tronche et je suis là putain, je vais juste voir et je performe pas très bien, je sais pas, C'est la première, quoi. c'est la première, je sais pas quoi m'attendre, enfin puis j'ai jamais appris à reconnaître une face depuis le bas et t'arrives en haut et t'es là, il est où l'arbuste que j'avais reconnu, puis et alors le caillou, ben là je le vois plus, ben c'est génial, ben je sais pas où je vais, c'est trop cool. Donc je contre-performe complètement. Je finis quand même troisième, mais j'étais tellement persuadée à faire un run de merde que je me barre et j'y suis jamais retournée. Ah ouais. Ok. J'étais là, non mais en fait C'est pas ton truc. c'est pas mon truc, je sais skier, mais et en même temps j'ai mon genou qui me fait super mal. Est-ce que t'avais pas déjà aussi fait une croix un peu sur ta carrière de skieuse? Non, je pense que ouais, j'en avais peut-être un peu marre de la compétition. Du coup, je me dis, bah, tiens, je vais faire un peu des podcasts, je vais essayer de... Bah, du coup, comme je galère à rentrer dans le côté un peu freeride et que finalement, je me rends compte que j'y connais rien aux avalanches, que je sais pas repérer une face, que je sais pas skier en poudreuse, en fait. Enfin, Oui, le pipe, c'est quand même l'opposé de c'est la poudreuse, quoi. l'opposé, c'est de la glace, quoi. Et du coup, je me dis, bah, tiens, je vais essayer de faire une web story où ben, j'essaie d'apprendre tout ça et de donner les clés un peu bah, à d'autres personnes qui ont envie aussi de se mettre là-dedans. Je me rends compte que influencer, c'est pas pour moi. Je sais pas faire Hey guys, welcome to my. Enfin, non, c'est pas moi. Enfin. Tu le fais en anglais? Non, je le fais en français, mais Ok. bon, enfin, c'est vraiment Ok. C'était le le cliché. coucou les cocos. Enfin, c'est pas C'était pas ton moi. truc, quoi. Je me forçais, c'est pas naturel. Et du coup, après cette saison derrière de influenceuse, je dis en fait. Passe à autre chose. Ça m'intéresse plus, je passe à autre chose. Et j'ai eu cette chance d'avoir à peu près 2 saisons derrière où je vivote un peu des derniers sponsors. J'ai pas complètement quitté le côté un peu
fame, un peu univers du ski. Voilà, j'ai un peu essayé de surfer sur le nom que je T'as m'étais fait ça en fait. douceur presque. J'ai fait ça un peu plus en douceur. Mais arrive le moment où je suis là, bon, maintenant je vais faire serveuse. Voilà. Bon, ouais. Et là, t'as les gens qui te reconnaissent qui disent, ah mais t'es serveuse maintenant. Première expérience professionnelle. Ouais, première expérience professionnelle, déjà... j'ai 30 ans, quoi. Et enfin, voilà, et je suis là, bah oui, je fais serveuse. Et les gens étaient genre déçus, quoi. Ah, parce qu'ils s'imaginent pas ce qu'il y a derrière, comment ça se Peut-être pour passe. eux, en fait, une fois que t'es là, en fait. Mais non, Mm. une fois que t'es là, tu peux pas. Il y a très, 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 très peu d'athlètes qui restent là jusqu'à 30, 40 ans, quoi. Donc ouais, après, il faut que tu retournes, tu gagnes, tu payes ta facture d'EDF, voilà. Donc, j'ai un master en communication et marketing, mais me retrouver derrière un bureau, ça me dit pas trop. Je suis en train de passer mon monitorat de ski. Je vois que finalement, mon monitorat de ski, je peux mieux gagner ma vie. Donc, du coup, je me mets dans l'enseignement du ski. Et du coup, l'été, tout ce qui me reste à faire, c'est de faire des petits jobs de saisonnier l'été, quoi. Et donc, c'est à peu près là où j'en suis aujourd'hui. Ok, et là aujourd'hui en fait, parce que là tu me parlais de, t'avais un job, tu me parlais de bateau tout à l'heure. Là, Tu fais quoi je aujourd'hui? conduis des bateaux sur le lac Léman. Ok. Et donc là j'imagine que c'est pas un job passion non plus. C'est un job Alors, non, le nautisme, j'ai une grosse partie de ma famille qui baigne en Guadeloupe, qui ont des bases nautiques. Ma grand-mère, j'ai passé tous mes étés sur son voilier, j'en pouvais plus de pas voir terre. Euh, mais j'aime bien ça, c'est sympa. J'adore enseigner le wakeboard parce qu'à Genève, il n'y a pas besoin d'avoir de DE. Ok. Et j'aime bien enseigner les sports qui me passionnent et tout, mais c'est pas un truc où en fait c'est dur une fois que t'as arrêté, t'as vécu pendant 15 ans d'un sport qui était passion, où tu te lèves le matin, tu sais pourquoi, t'as un objectif à 4 ans, t'as un objectif à 2 semaines, et là d'un coup, tu te lèves parce que à 8 heures faut que t'embauches, quoi. Et tu vois, on va reparler de notre ami en commun, Simon Fourcade. Tu vois, lui, donc il a arrêté sa carrière de biathlon il y a quelques années, et puis il a enchaîné directement avec coach de l'équipe de France des jeunes, et puis après il est passé sur la catégorie élite. Toi, ça t'a jamais traversé l'esprit de les coacher les halfpipes On chez les m'a femmes? proposé pour une autre équipe, une équipe étrangère. Ok. C'est une copine avec qui je m'entraînais, avec qui je m'entendais très bien, qui m'avait dit mais tu veux pas venir me coacher et tout. Et en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai eu une coach qui était incroyable, qui vraiment a donné sa vie à notre sport. On était ses enfants, elle avait pas d'enfants, elle a pas de mari et tout. Et j'avais pas envie de devenir comme ça. Tu penses que ça aurait été soit comme ça, soit rien, En fait, j'ai jamais, peut-être toujours entre deux avions, des hôtels, tu te poses jamais vraiment. Il n'y a pas de centre, quand tu vas notamment aux États-Unis, t'as pas comme à la Clusa par exemple, d'avoir un endroit, un spot où t'as Si, des filles qui viennent pour s'entraîner. mais ton spot, il est 5 jours par mois. Oui, parce que tu bouges tous les mois, tu bouges en Tu compète, en monde bouges, entier et tout. Ouais. vraiment, j'étais gold pendant 15 ans chez Air Canada, c'est que j'ai beaucoup voyagé. Et le coach fait pareil en fait. Et le coach, il fait pareil. Et en fait, je me suis dit, attends, j'ai envie d'avoir, de créer une vie, j'adore voyager, mais j'en peux plus dans mes sacs. J'ai envie de me poser, et en fait, tu vois, c'est con, mais d'avoir ma petite routine, de prendre mon vélo, d'aller à ma salle de sport, comme je fais chez toi, chez Lys, d'avoir mes copines avec qui je fais mon petit sport, de rentrer le soir et tout. Déjà, ça c'est un luxe déjà. C'était un luxe pour moi, en fait, que j'avais pas avant. Il y a les matins où je me levais, pendant 5 secondes, je ne savais plus sur quel continent j'étais. Carrément, quel continent. Je ne savais pas si j'étais au Japon, ou si j'étais au Canada, ou si j'étais. Enfin, j'avais 5 secondes où j'étais là. Attends, tu te refais le film de. Voilà. Je pense que les gens se rendent pas compte aussi, tu sais, on a souvent cet état d'esprit en disant, ok, c'est un sportif de niveau, il gagne très bien sa vie, il y a la fame, il fait que du sport. En fait, ils se rendent pas compte de l'investissement déjà financier, mais surtout de l'investissement en temps, les sacrifices. Alors, Simon, il parlait de choix.
Et je suis plus d'accord avec des choix, c'est des choix. Et tu es OK avec tes tu choix. Tu ne vis pas comme des sacrifices quand tu es dans ta carrière. C'est un choix qui s'impose à toi, en fait. C'est même pas un choix, c'est vraiment, en fait. C'est comme ça. Tu vas et tu dois y aller si tu veux atteindre tes objectifs. Oui, tu vas pas aller en boîte de nuit avec tes copains tous les week-ends. Bon, bah, c'est juste mais, comme ça. Mais les gens se rendent pas compte de ce que ça implique, la vie d'un sportif de haut niveau. Tu vois tes parents une fois par an, tu vois tes potes du les collège. Les gens, ils ont ça. En fait, l'inverse, c'est que les gens, ils ont leur famille à côté, ils ont leurs enfants, ou pas, voilà, mais ils ont leur vie quotidienne et ils se rendent pas compte à quel point c'est un luxe aussi d'avoir cette vie bien rangée aussi. Et en fait, quand tu l'as plus, toi, tu le vois bien quand tu rentres de vacances ou quand tu rentres d'un endroit où tu es parti pendant une semaine, 2 semaines, tu es content de retrouver ton chez-toi, tu es bien chez toi. Et toi, tu n'avais pas ça en fait. Moi, j'avais pas de chez moi, j'étais vraiment toujours entre deux valises. J'habitais chez ma meilleure amie à l'époque qui voulait bien me laisser une chambre gentiment, gratuitement. Tu vois, mais sinon, j'avais pas de chez moi, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est pas un sacrifice, c'est pas vraiment un choix, c'est juste ta vie, en fait. Elle est comme ça. Mais au bout d'un moment, quand ça fait 15 ans que tu répètes les mêmes compétitions, aux mêmes endroits chaque année avec les mêmes personnes. Tu fais le choix de, OK, cette vie-là, c'était ma vie avant. Maintenant, je veux une nouvelle vie. J'ai envie de découvrir autre chose. J'ai envie de vivre d'autres expériences. Et j'ai envie de me reconnecter avec des gens qui vont être là pour moi tout le temps, quoi. Enfin, même si certaines de mes meilleures copines, j'en ai 4-5, elles habitent à l'autre bout du monde et on a vécu, on s'est éduqués les unes les autres, parce qu'on a grandi de nos 15 ans à nos 29 ans sans parents, sans figure parentale autour de nous. Il y avait les coachs, mais sinon... vous êtes démerdés. On s'est toutes démerdées et donc du coup, voilà, on a grandi chacune l'une avec l'autre, mais tu sais qu'une fois que ça s'arrête, bah, t'as plus personne en fait. Et là, il faut que tu te recrées une identité, recrées un groupe de potes, tu te recrées une vie en fait. Une vie, mais de A à Z. C'est pas juste une vie métro boulot dodo, quoi. C'est vraiment des potes, des amis, des habitudes, qui tu es, comment tu te définis, quel caractère tu vas avoir. Parce que le caractère que tu avais en compétition, il t'a servi en compétition. Mais dans la vie de tous les jours, d'être hargneuse et je vais vous niquer tout ça, ça sert à rien en fait. Ça te servira peut-être pour justement te battre, pour trouver un moment. Je pense que c'est des qualités quand même que tu as développées et qui te serviront dans la vie de tous les jours. Peut-être que tu le sais pas encore, mais peut-être que ça te servira. Peut-être le fait d'être résiliente, de rester, peut-être d'avoir cette hargne. Moi, je pense que c'est une grosse qualité ce que tu as développé d'être capable de te battre que sur les conditions, d'être passionné, etc. C'est des choses peut-être aujourd'hui que tu n'arrives pas à mettre que tu n'as pas eu l'occasion encore de mettre à profit, mais je suis sûr que tu arriveras. Et puis c'était il y a pas longtemps, c'est 4 ans, 4-5 ans, c'est quand même super tôt, tu vois. Non, et je pense que tu vas t'en servir et que tu vas réussir à l'utiliser. Oui, je m'en sers déjà un peu, tu vois, mais c'est difficile. Il faut, parce que tu vois, ça passe pas bien quand tu arrives dans l'entreprise et tu es là, non, je suis pas d'accord avec ça. Le patron, il te regarde, il dit, depuis quand? Enfin, en fait, non, tu es mon employé, tu fais ce que je te dis. Et t'es là. Accepter ça. Et t'es là. T'as été libre pendant des années. Ah ouais, en fait. Et ouais, travailler, tu te rends compte, en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'athlètes qui deviennent indépendants, qui créent des entreprises comme Nenaria, comme. On n'est pas capable de travailler en dessous de. Parce qu'on a tellement Et puis moi, en fait, tout ce que je fais, je veux que ça performe. Tu vois, je ne comprends pas les gens qui veulent juste faire un truc et que je les vois, ils font un truc, ça vivote, ça leur va bien. Je suis d'accord. Et je me dis, mais non, en fait, tu peux faire ça, tu peux faire ci et tout. Puis en fait, eux, ça les gêne. Ils sont là, attends, meuf, ça fait 20 ans que je fais ça. Je sais ce que je fais, j'ai beaucoup plus d'expérience que toi. Certes. Mais moi, ou tu sais, quand t'as des gamins qui viennent pour apprendre le ski, mais ils s'en foutent, en fait, ils te demandent juste de prendre une vidéo Instagram. T'es là, non, mais tu veux pas apprendre le ski? Non, c'est bon, je tiens debout, ça va aller. Je dis, mais quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de performer, de progresser, d'être meilleur que la veille. Et en fait, non, c'est une mentalité d'athlète. Ouais, je suis d'accord. C'est pas une mentalité de tous les jours, c'est une mentalité d'entrepreneur, peut-être. Mais voilà. C'est des gens qui nous écoutent et qui veulent avoir une femme hargneuse et qui a qui a des grosses ambitions et ils savent où te trouver. On va conclure là-dessus. Ouais. Merci beaucoup pour ton temps. C'est super. J'ai adoré ce que tu nous as raconté.
C'est cool. Je suis sûr que ça va plaire à énormément de monde, tous les gens qui sont d'ici. Merci pour ton temps encore une fois. Merci à toi. Et à très vite. Ouais. Merci Anaïs. Merci d'être resté jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a plu. On compte sur vous encore une fois pour liker la vidéo, la partager à un maximum de monde pour qu'on puisse encore inviter d'autres personnes aussi inspirantes les unes que les autres. À bientôt.